Canapé. Salut à toutes et tous et bienvenue au 37e épisode d'Un regard à l'abîme. Salut Jules. Salut. Et voilà, cette fois-ci, plus ou moins dans les temps. Presque. Poil de retard. Pour notre timing que C'est nous ça. avons posé nous-mêmes et que tout le monde il s'en fout. C'est ça, c'est ça. Mais bon, bah, j'avais fait les comptes et on n'est pas si mal, on est entre 10 et 11 prend par année. Ouais, ouais, c'est pas, ça. On en ça a va, là, on saute à un mois ou deux des ça. fois. Donc c'est des pseudo-vacances fictives parce que c'est pas le cas. Ouais, on continue à travailler nous. Mais voilà, donc de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'un film d'animation japonais et d'un roman français. Ok, mais dans mon cas, ça va être deux films. Parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup de films. Et même si je voudrais parler d'autre chose, mais c'est toujours des sagas qui ne sont pas finies. Comme celui que j'ai là, de Shinsero. Mais il manque un numéro. Je ne veux pas en parler pendant que. Sortira dans 2 ans. Ben, on patientera, hein. On les fera Ouais, dans c'est l'épisode 50. Exactement. À peu près. C'est ça. Donc, c'est pas grave. Et voilà, moi, comme je disais, je vais parler de deux films, un d'animation et l'autre non. Même si, étrangement, ils sont en rapport C'est ça. étrange entre les deux. Et oui, au final, oui, par rapport à ce que tu m'as expliqué, oui, tout à fait. Tout à fait. Bref. Bon, je ferai un petit parenthèse, je ne vais pas le faire maintenant, sur quelques choses que j'avais chroniquées, comme la fin de la série des bières, etc. Oui, Et c'est important quand même, oui, oui. maintenant qu'elle est finie. Donc, Et mais je le ferai dans ma chronique. D'accord. Comme tu Donc, veux. à toi. Allez, c'est à moi. Donc, je vais vous parler pour commencer du film d'animation japonais qui s'appelle Ride Your Wave. En japonais. Et cette fois-ci, on s'est coordonné parce que je l'ai Eh regardé ouais, aussi. on arrive de temps en temps. Par contre, moi, tes films, je les ai pas du tout regardés. Je n'ai pas pu. Donc, Surtout parce que tu ne savais même pas. ouais. J'en connaissais un, mais j'ai vu juste la bande-annonce. Ok. Je suis pas allé au-delà. J'avais pas le temps. Donc, Ride Your Wave, dont le titre original en japonais est Kimito Nami ni Noretara, qui se traduit littéralement par Si je pouvais chevaucher la vague avec toi. On ira. Après, c'est vrai que là, par contre, c'est la seule fois que je ne vais pas critiquer la traduction. Ouais, Parce que dans les Japon, il y a beaucoup de tendance à construire Ouais. comme ça les titres. c'est ça. Forcément, ce n'est pas du tout les rapports Oui, occidentaux qu'on a. voilà, c'est ça. Donc, bon, Donc, ça reste un titre plus ou moins juste. Voilà, Ride Your Wave, ça va dans le sens de. Bon, Voilà. c'est plus poétique que le japonais, mais voilà. Sachant que je l'ai regardé en espagnol, moi. Ouais, moi je le regardais en français et en japonais quand même. Ok. Et la version française est pas mal. Ok. La version espagnole, c'était bien aussi. Ouais. Donc, bon, après, vu le studio que c'est normal qu'il y ait quand même de la qualité. Donc c'est, comme je le disais, c'est un film d'action, un film d'animation japonais. D'action, non. Il n'y a pas du tout d'action. Un Il peu. y a plein de pétales de fleurs mais, et des pleurs. Et des pompiers. Donc, et c'est ça, oui. Donc, il a été présenté pour la première fois en avant-première au Festival international du film d'animation d'Annecy le 10 juin 2019. Il est sorti officiellement au Japon le 21 juin 2019 et il est sorti en France le 1er septembre 2021 en sortie nationale. C'est une comédie dramatique fantastique qui dure à peu près 95 minutes et c'est produit par le studio Science Saru et Fuji Television au Japon. En France, ça a été distribué par alltheanime.fr et Alba Film. Au scénario, on retrouve Reiko Yoshida, qui est une autrice de manga assez réputée de ce que j'en ai vu. Et c'est réalisé par Masaaki Yuasa. Donc je fais un petit point quand même sur le réalisateur Putain, de... c'est vrai que je ne me souvenais pas du titre espagnol. C'est quoi le titre espagnol du coup? Littéralement, l'on traduit « L'amour est dans l'eau Ah, il y a un traducteur faux en Espagne du coup aussi. ». Des fois. Moins qu'en France. Moins mais qu'en des France. fois. Moins qu'en France. Ouais. Bon, concernant Masaaki Yuasa, donc il est né le 16 mars 1965, c'est un réalisateur et animateur japonais
C'est au collège, en visionnant le château de Cagliostro de Hayao Miyazaki, qu'il envisage de faire carrière dans l'animation. Et c'est là qu'on peut faire direct une parenthèse pour faire un petit point Hayao Miyazaki. Ce dernier, il aura marqué des générations entières et permis l'éclosion d'une multitude d'artistes dans le monde entier. À tel point qu'on peut dire qu'il a un impact sur la culture populaire immense. Et toujours pour faire la parenthèse, en ce moment je suis en train de montrer à peu près toute la filmographie du studio Ghibli à mes fils. Et tu prends du premier au dernier, ils vieillissent pas ces films. C'est-à-dire il y a une intemporalité. Tu peux regarder Mon voisin Totoro qui a été fait dans les années 80. Mais c'était un choix, c'est c'était incroyable. un choix assumé sur la façon de faire. Il a galéré comme pas possible pour passer aux ordinateurs déjà. Donc il voulait tout à la mer. Il y avait une vision très spécifique. Ça, si quelqu'un l'a regardé, un documentaire sur Arte. Je pense que c'était Arte, mais je ne suis pas sûr. C'est pas ça. Il parle de la vision politique de Miyazaki et comment il a influencé sur son œuvre et la façon de fonctionner de son studio, que c'est quand même très voulu parce que lui, quand même, c'est un syndicaliste ferronné et que ça va battu beaucoup, mais que, étonnamment par rapport à ce film, c'est un pessimiste de base. Il considère que l'humanité est foutue. Bon. Tu le vois ressortir dans certains de ses films, bien qu'il arrive toujours quand même à donner un peu de positif à un moment donné. Je pense que dans les films... Mais tu as toujours un moment dans ces films où... Je pense que, honnêtement, d'un point de vue psychologique, je ne connais pas assez, ni profondément, mais à mon avis, il essaie d'exorcer quelque chose. Donc, comme lui, il sait que c'est pas bien avoir cette vision de l'humanité, parce qu'il est assez intelligent, je ne doute pas pour savoir. Donc, il essaie de dire, ouais, putain, oui, on est foutu, mais... C'est ça. Et tu le vois dans tous ces films, tu as à peu près, tu prends Nausicaa, dans Nausicaa, c'est un monde que la guerre a ravagé. Et qui c'est les héros dans tous. Et ça, c'est présenté dans tous les films. Les ouvriers, c'est toujours les héros. Les ouvriers sont présentés comme les pauvres travailleurs, les héros, c'est lui qui tiennent. La solidarité, voilà. Pas la reste. La débrouillardise. Mais tu prends Nausicaa, tu prends un Princesse Mononoke, parce que le milieu du film, il est assez noir quand même. C'est un de ses films d'ailleurs les plus sombres. Et voilà, on va revenir parce que sinon on va s'éparpiller. On va s'éparpiller. Donc, pour revenir à Masaaki, il suit donc à la suite de son visionnage de Cagliostro, il choisit de suivre des études d'art à l'université industrielle de Kyushu et il intègre dès 1987 le studio d'animation Agiado. Il fait ses armes en réalisant des épisodes. Il est animateur et animateur clé. Enfin, il y a plein de postes au Japon comme ça. Et il fait ses armes entre autres sur des séries pour enfants que sont Doraemon ou encore Shin-Chan, où il réalise quand même pas mal d'épisodes. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Shin-Chan et Doraemon, c'est deux institutions des mangas destinés aux enfants. Shin-Chan, il faudrait... Qui sont on a cultissimes. Révision. Shin-Chan, en France, on ne l'a quasiment pas eu, alors qu'en Espagne, c'était un truc, ça faisait fureur. Un carton. Parce que mais je l'ai regardé depuis... Pouf. Moi, tous les épisodes de Shin-Chan, je les regardais sur la chaîne catalane. En fait, en France, on l'a jamais. Vous n'avez jamais vu? Non. Par contre, qu'est-ce que je m'éclatais sur la chaîne catalane, j'étais mort de rire. Shin-Chan, c'était génial. Ouais. Bon. Un peu obsédé. Oui, bref. Oui. Allez, passons. Sa qualité de travail est vite reconnue dans le milieu professionnel et lui permet de participer rapidement à des projets plus ambitieux et surtout plus expérimentaux. Parce que en fait, Ride Your Wave, c'est le film le plus conventionnel qu'il ait fait en fait. J'ai regardé que les bandes annonces, j'ai pas regardé tous les films, mais ces autres productions, ça a l'air de partir. Ça a l'air assez barré. Donc, il travaille à partir de 1997 avec Koji Morimoto, qui est un animateur culte. Je vais bouger la clim. Vas-y. Et je couperai pas ça, donc voilà, parce que je prends l'air plein face. Oui. Tu vas choper une angine, ça serait dommage. C'est ça. Vas-y. Allez, vous allez entendre tout petit pipi.
Allez. Donc oui, Désolé, on est de retour. Ça sera pas coupé. Désolé. Bah je ouais. suis trop feignant pour le faire. il faut être authentique. on assume tout. Et donc Koji Morimoto, qui est un animateur et réalisateur aussi japonais, culte, puisqu'il a travaillé sur des séries comme Ashita no Joe, qui est un des mangas les plus importants, un des premiers mangas sportifs qui est sorti au Japon sur un boxeur. Il a participé à la série animée Cobra. Il fait en France c'est Lamu, en japonais c'est ça change. Urusei Yatsura. Ouais, c'est un nom très différent. Urusei Yatsura. Mais la mue était Oui. gardée dans tous les pays de l'Europe, je C'est pense. ça, c'est ça. Après, il y a eu Golgo 13. Il a travaillé en tant qu'animateur sur Kiki la petite sorcière. Il a travaillé aussi sur Akira, sur Macross Plus, sur Animatrix. Bon, c'est un gars, voilà, il a travaillé sur des grandes œuvres. Yuasa, suite à sa collaboration avec cet animateur, réalise son premier film en 2004 qui s'appelle Mind Game, qui a l'air d'être vraiment un ovni sous acide et très expérimental pour l'époque. Ça fait penser un peu c'est des dessins et c'est un peu dans Radio Wave aussi. C'est pas des dessins avec des traits, des lignes claires en fait. C'est très cabossé comme l'animation est très hachée et ça a l'air d'être assez fou. Man Game, il faudra que je m'y penche dessus, mais ça a l'air malaisant même. Enfin, c'est intéressant et malaisant. Et ce sera d'ailleurs ces techniques expérimentales d'animation, on les retrouve dans, moi pour avoir regardé la bande-annonce de tous les films qu'il a réalisés, tu retrouves cette patte dans toutes ses productions en fait. Il participe en 2007 à un film d'anthologie réunissant la crème des animateurs, donc Koji Morimoto, et Shinichiro Watanabe, qui est lui, on ne le présente plus, et je crois qu'il a tout fait. Il travaillera un temps pour le studio légendaire Madhouse aussi, pour lequel il réalisera 3 séries. Il réalisera Kemono Zume en 2006, Kaiba en 2008 et The Tatami Galaxy en 2010. Et en 2013, il fonde avec Eun-young Choi son propre studio d'animation qui s'appelle Science-Saru, auquel on doit Dandadan entre autres, auquel on doit aussi la série de Prime Video Ghost in the Shell là, qui est en train de sortir. Arise. Voilà. Non, pas la nouvelle ou Arise? La nouvelle qui est en train de sortir. Qui vient de sortir. Donc là, c'est Science-Saru qui le fait. C'est un dessin très différent. Ouais. Parce que là, il n'y est plus lui. D'accord. Je vais expliquer. Donc il a aussi Devilman. Ils ont fait quelques épisodes de Star Wars Vision aussi. Oui, et de Scott Pilgrim prend son envol sur Netflix, dont on avait parlé sur la chaîne. Il réalisera 4 films sous sa boîte. Donc, le premier, c'est The Night is Short, Walk on Girl en 2017. La même année, il sort Lou et l'île aux sirènes, qui a été primé à Annecy. Il a gagné le cristal du meilleur long métrage en 2017 toujours. Ensuite, il a enchaîné avec Ride Your Wave en 2019 et son dernier film pour l'instant qu'il a réalisé, c'est Inu-Oh en 2021. J'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air d'être un truc mais de taré. Et donc je vais me le commander parce que c'est. Mais c'est très bon. Ouais. Je regardais. Ouais. J'ai regardé même 2 fois. C'est ça. Ouais. C'est en plus une reprise d'un conte classique, si je dis pas de bêtises. bêtises. Ouais, c'est ça, d'un aveugle. Mais il y a de la musique, il y a du hip-hop. Non, mais c'est pas juste ça. Les dessins sont un peu comme on arrive à Rage Wave, que les niveaux de détails, c'est quand même assez impressionnant. Oui.
C'est ça, c'est ça. Et tu retrouves la même façon de le même artisanat dans tous ces films moi j'adore sa patte. Et donc en 2000, après avoir sorti Inuo, il quitte le studio pour créer, là il a créé un nouveau studio, mais tout seul cette fois, sans associé, qui s'appelle Ame Pipin. Et j'ai pas eu le temps de chercher sur les projets sur lesquels il travaille. Parce que, D'accord, ouais, c'est très récent. voilà, c'est 2022, il a changé, donc Ok. là j'ai aucune idée. Pendant que tu avances, Vas-y. je vais faire, je vais chercher. Et donc, que nous raconte ce film, Ride Your Wave. On y rencontre Inako, qui est une jeune femme passionnée par l'océan et le surf. Le film s'ouvre sur son aménagement dans un immeuble face à la mer, proche de la fac dans laquelle elle a été acceptée pour suivre des études en océanographie. Son quotidien est rythmé par des cartons qui envahissent son espace vital et menacent de lui tomber régulièrement dessus, et par ses études ainsi que le surf. Elle arpente les rues tous les jours en vélo, accompagnée de sa planche. Son spot préféré, non loin de son domicile, est une plage faisant face à une caserne de pompiers, dont l'un d'eux, Minato, profite du toit le matin pour observer, admiratif, la jeune fille s'entraîner. Un soir, une bande de jeunes tire des feux d'artifice depuis un immeuble de chantier juste en face, celui d'Inako, et cela provoque un incendie. Inako tente de fuir, mais se retrouve bloqué sur le toit de l'immeuble. Minato la sauve, ainsi que sa planche de surf, et dès lors, un lien se noue entre eux, d'abord amical, puisque Minato souhaite avoir des conseils pour apprendre à surfer. Leur histoire glisse tendrement sur une relation amoureuse aussi forte que douce, et rythmée par une chanson entêtante. Ils sont chiants. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont très chiants. Ils sont chiants sa mère. La scène où ils sont amoureux et où ils chantent, tu vois des petits anges jeter des pétales de fleurs de partout. Ouais. C'est les seuls moments de film où j'ai envie de les taper. Oh là là. Bon, là, c'est cucu. Hein. Non, c'est pas cucu. Je préviens. Ah, c'est cucu. Non, c'est-à-dire, coucou, c'est là, eux, ils sont là. C'est mielleux. C'est tout fait sur le sol. C'est ça, c'est mielleux. C'est mielleux à souhait. Putain, mais respectez les gens qui sont autour de vous, quoi. Il n'y a pas besoin que vous touchiez les culs en permanence, quoi. C'est plein de sucre, c'est plein de... Mais tout ça, quoi, ils sont en privacité, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, hein, mais tout le monde autour... On n'est pas obligé, Arrêtez d'étaler votre bonheur, merde. Mais sur le bonheur, hein, plutôt... Bon, bref, allez, c'est fluide corporel, mais... Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Mais oui. Bon. Alors que tout semble sourire au jeune couple, parce que c'est... Mais n'oublions pas que c'est un anime. Voilà. Il faut que ça se passe mal. Bon, un drame survient. Non, Minato, parti surfer tout seul, perd la vie en sauvant des gens en détresse tombés de leur jet ski. Bon, parce que quitte à mourir, autant le faire de manière héroïque, histoire de bien avoir les boules, sinon c'est pas rigolo. Donc pour Inako et tous les proches de Minato, c'est un séisme forcément. Commence alors l'épreuve du deuil et la difficulté de continuer à vivre avec ce déchirement intérieur. Inako refuse d'abandonner l'amour qu'elle porte à Minato malgré ses proches et ses amis qui essayent de la faire avancer. Et alors qu'elle fredonne leur fameuse chanson, l'esprit de son amant réapparaît dans son verre d'eau. Commence alors un nouveau chapitre de leur relation. Bon là c'est les premières minutes du film, après... Oh quand même, il y a... Oui. C'est une bonne demi-heure quand même. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est le temps que tout se pose. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer de ce film? Bon, pour moi, j'ai trouvé quand même que c'était, bon, même s'il y avait le côté un peu mièvre, c'est une œuvre quand même poétique qui évite l'écueil quand même du pathos, je trouve. Ils sont pas allés dans le larmoyant facile, je trouve. Alors, tant qu'il a vu, peut-être tu auras un autre point de vue. Non, parce qu'il essaye autre chose. Là, oui, voilà. C'est-à-dire, je pourrais être d'accord, même si des fois, oui, quand même. Ouais, oui, il faut qu'on verse notre petite larmichette quand même. Oui. Non, tu as raison. Dans ce point-là, tu as raison.
Moi, dans ce sens-là, les films, il est plus correct, il essaie de tenir. Pour moi, les films, effectivement, pour tout dire, hein, parce que là, Oui. même si je pense que peut-être on en parlera, ça c'est la première demi-heure du film, au moins, sur 25 minutes, Oui, etc. Mais c'est le temps que tout se met en place et c'est important de refléter comment ça fonctionnait. Oui. Surtout les psychologies d'elle, c'est très important. Oui. Quelqu'un de très isolé, qui Oui. veut faire sa tête, passionné, mais que cette même passion, il écarte de tout le Oui, monde. oui, c'est ça. Alors que c'est le surf, je pense que tu l'as dit Ah au oui, le début. surf, oui, bien sûr. Ça met beaucoup en place de sa façon de fonctionner à elle, psychologiquement. Oui, oui. Et à partir de là, c'est quand tout le reste se met en place. Et non, ça ne tombe pas dans les larmoyants, effectivement, parce que même elle, il ne tombe pas, ça tombe des fois dans les ridicules, mais Oui. quand je parle dans les ridicules, ce n'est pas péjorativement, Oui, oui, oui. sinon c'est dans la façon qu'elle vit son deuil. Oui, oui. Ça arrive à des limites très ridicules, ouais, voilà, je ne peux pas le dire autrement, quoi. Oui, oui. C'est ridicule. Et là, c'est pour moi un des défauts de film, mais on en parlera, Oui, je oui. te laisse. Bon, Sachant que j'apprécie, oui, je oui. précise, mais je des critiques. Après, c'est normal. Oui, oui. Mais même moi, j'en ai, hein, de toute façon. Ah. Bon, avant toute chose, il faut quand même préciser que l'œuvre et l'univers de Masaaki Yuasa semblent quand même très particuliers. En dehors de Ride Your Wave, du fait, comme je t'ai dit, j'ai regardé quand même pas mal de bandes annonces et l'impression que ça m'en donne, c'est que si on veut une porte d'entrée dans son univers, je pense que Ride Your Wave, c'est la meilleure porte d'entrée pour se familiariser à son univers. Oui, Et pour ensuite passer à d'autres choses, parce que notamment, c'est lequel je crois que c'est. Non, c'est pas Man Game. Il y en a un en fait de film où en fait c'est l'histoire d'un gars qui tombe amoureux d'une fille mais qui est déjà mariée ou qui est déjà engagée, fiancée. Elle l'invite un soir au bar de son père, il se fait tuer. Le héros se fait tuer et en fait il va rencontrer, je crois que c'est Saint-Pierre, j'avais lu le résumé. Et en fait le gars décide de refuser de mourir et il décide de limite se friter avec Saint-Pierre pour repartir. Enfin, tous ces trucs, ça part dans tous les sens, l'animation, ça. Mais ça a l'air intéressant. J'y regarderai, j'y jetterai un œil quand même. Donc si vous voulez rentrer dans son univers, faites-le par Ride Your Wave d'abord et après. Selon votre goût, parce que, Voilà. après parce que c'est la comédie drama romantique, Voilà. un peu. Pour un truc, on va dire un peu tout public. Parce que ces autres productions ont l'air quand même plus de Oui, niche. certes, ça c'est tout public. Plus de niche. Donc ça c'était pour faire un point sur son univers. Donc si certaines personnes pourraient être impressionnées peut-être par le thème principal abordé, parce que je comprends que ça peut impressionner des gens qui ont déjà vécu un deuil, des gens que de prime abord, hein, je te parle sans Je voir le suis film, hein. d'accord, mais c'est un thème tellement c'est discuté, parlé, ça va dans la base de notre propre humanité, Oui, bien quoi. sûr. La mort. Il y en a qui ont du mal à en parler, qui ont du mal à. C'est-à-dire que ça, je pourrais en comprendre, mais en tant que thème des Oui, films, ça reste à la base. oui, c'est quelque chose qui a été traité, Exactement. retraité. Et c'est pas lui qui le fait avec la Ah plus non, de non, non. profondeur. Non, non, soyons non, pas. on est Même d'accord. si quand même il y a une certaine profondeur. Non, certaine. Il y a une profondeur. Si. euh, Mais qui est masqué des fois par le côté justement fantastique. Oui, c'est ça, Qui est c'est des ça. fois trop utilisé pour atténuer justement le deuil. car pour la moi, tristesse. on en parlait avant d'enregistrer, aurait été complètement plus pertinent les films sans les côtés fantastiques. Ou moins pas utilisé comme ça du moins. Oui, C'est, tout à fait. là c'est trop extravagant en fait. Ouais, parce que finalement, ce n'est pas un deuil. C'est pas un deuil, ouais, parce qu'il est là. Oui, c'est ça, c'est pas un deuil. Ah ouais, c'est ça. Jusqu'à la fin, que lui, mais Oui, pour des autres raisons. C'est ça. Bref, je pense que j'ai spoilé. C'est pas grave. Désolé. Non, là c'était trop cryptique. À part ceux qui l'ont vu, qui comprennent. Sinon, bon voilà. Donc je peux pas. Bon voilà, je peux pas vous affirmer que vous ne pleurerez pas. C'est quand même c'est quand même un peu le but d'évacuer certaines émotions. Mais Moi, ça m'a pas ému spécialement. Ouais. J'ai passé un bon moment. J'étais ouais, porté pour les films c'est ça. et ému.
certains moments très précis. Mais j'en parlerai à la toute fin parce que moi, j'ai vécu un truc émotionnel, mais pas en regardant le film en fait. Ok, Après coup. d'accord. Moi, j'ai Après, ça, c'est plus dans les personnages alors. C'est ça, c'est ça. Donc, mais en fait, Ride Your Wave n'a pas été pensé pour être larmoyant, que ce soit par le scénario de Reiko Oshida ou la réalisation de Masaaki Yuasa. L'accent est mis avant tout sur la poésie et la vie. Et c'est peut-être justement ce truc fantastique, mais trop en avant le côté la vie. Oui, Mais bon, en même temps, Mais il aurait pu faire je certainement comprends. pareil, mais Ouais, sans c'est ça, c'est ça. Donc le choix du réalisme magique, du fantastique permet d'aborder plusieurs thèmes avec une charge émotionnelle qui peuvent être fortes en douceur. En particulier celui du deuil et de l'acceptation de la perte d'un être cher. Il montre également l'importance de l'amour comme vecteur de sublimation. Et attention, pas dans le sens cucu du terme, puisque ça j'avais bien aimé, j'ai lu une petite interview du réalisateur qui il expliquait que il voulait des relations entre leurs personnages. Bon, il parlait de Hinako et Minato, mais il parlait aussi de la sœur et de, la des autres vraie personnages. belle histoire. Hein, La pour vraie moi. belle histoire, exactement. Le personnage le mieux écrit, d'ailleurs, Oui. La sœur. Ouais. de tout le manga, de tout le manga, de tout l'anime, c'est la sœur. C'est un personnage secondaire qui est souvent, hein, de toute façon, les personnages. Bon, pas tout le temps, mais en fait, la question, c'est que les personnages principaux, leur psychologie, il est bien écrite, mais les déroulements, moins. Oui. La sœur, il est psychologiquement très bien écrit, Elle et est son plus déroulement, il est mieux. Oui, c'est ça, parce que le personnage est plus complexe, justement. Alors que Hinako, même, elle est complexe, hein, Minako et Minato aussi, mais ils sont plus, on va dire, polis. Wow. C'est Ça te colle au ça. palais, quoi. C'est du chamallow. Bon, bref, il voulait qu'en fait, il voulait que les relations entre les personnages, ça soit un échange et que chacun est le héros de l'autre, en fait. Que c'était des personnages ordinaires qui se sublimaient l'un l'autre de par leur interaction. Ça, je pense que c'est raté. Ouais, bon, ben c'est ce qu'il voulait faire à la base. C'est-à-dire, il n'est pas raté pour la sœur, que là, je trouve qu'il est vraiment la belle supération. Pour elle. Il est pas. Pour moi c'est pas raté pour c'est pas raté pour Minato, mais à la fin. C'est sur la scène de fin. Même pas, parce que je pense que les faits. Maintenant, en réfléchissant, ça m'a fait penser à ça. Ça m'avait vraiment gêné dans les films. C'est que, tel comme il est déroulé, tout présente au début une fille indépendante, capable, qui part à surfer les vagues sans avoir peur parce que c'est sa passion, qui évidemment, comme tu dis, entourée des cartons qui pourraient tomber sur la gueule, mais parce qu'elle est comme ça, elle a un côté chaotique, etc. Et en fait, la présence de lui, il l'annule complètement. C'est ça. Il annule, cambré, c'est un peu vrai dans beaucoup de relations. Il l'annule complètement et en fait, quand ça passe, la relation évolue après la mort, etc., il reste complètement annulé jusqu'à la fin. Mais... Et d'un coup, il n'y a pas de complément. C'est lui le dieu, pas elle. C'est lui qui les sublime, en fait, parce que d'abord, il a annulé. Elle va avoir un impact sur les autres à la fin. Oui. Mais... À la fin, c'est elle qui devient le vecteur, mais à la toute fin. Oui, mais à la toute fin. Ouais, voilà, c'est vraiment sur les 5 dernières minutes. C'est après les deuils, en fait. Ouais. Mais il vaut mieux, même si ça arrive trop tard, à mon sens, ça arrive. Ouais, mais je pense qu'il y a un contrepoint, comme je disais. Ça aurait pu être plus équilibré. La sœur, il a un personnage vraiment très distinct, que ça pourrait être vraiment en parallèle avec elle, parce qu'ils sont des caractéristiques très semblantes, même si la sœur a un très fort caractère, impulsive, qu'elle, il est, mais autrement. C'est ça. Mais c'est la sœur qui permet à Hinako de devenir le vecteur à la fin. Oui, tout à fait. Parce que c'est rapport, l'évolution d'elle à travers la mort de son frère, comme il utilise ça pour devenir meilleure personne, pour faire face à tous ses doutes existentiels, à tout ça qu'il a du mal à avancer dans la vie.
Ouais. Ça, je l'ai trouvé presque que j'aurais préféré voir Oui, les oui. films sur elle, quoi. Non, mais sérieux, quoi. Oui, non, mais tout à fait. Parce que moi, j'ai senti qu'à un moment du film, c'est pas forcément l'intention, et c'est ça qui est un peu bâtard. Elle, la relation, l'a annulée. Oui, je suis d'accord. L'a annulée à Jusqu'aux 5 dernières minutes du film. Oui. Et quand tu présentes un personnage fort, capable, et qu'il est annulé à cause d'une relation, je suis désolé, aussi collante à soi, aussi amoureuse, aussi romantique à soi, c'est toxique. Si, Il y a une forme, oui. Oui. Mais en fait, l'histoire, ça reste. Je ne l'ai pas perçu comme une. Non, mais oui. c'est pas comme ça qu'il est conçu le film. Ouais. C'est l'impression que j'ai eue après Oui. sur l'évolution. C'est pour ça que Ça peut s'entendre. leur relation romantique, ça m'a gêné. Oui, là, c'est. Tu le vois, le truc, le passage de la chanson, c'est. Ça leur prend tout, en fait. Ça leur prend tout, il n'y a plus rien autour. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça en fait qui m'a gêné. Il a grandi, par exemple, ça je trouve que si on parle de Ghibli, comme on parlait, ça il est très juste dans son rapport. Oui. Bah, Comme il évolue, comme il grandit. Bon, ses protagonistes ils ne sont pas forcément des couples, mais même quand des histoires ces couples existent, comme Les Vents se lèvent, je pense que c'était, que vraiment il y a une histoire. Le vent se lève, il est magnifique. Il est super bien construite, quoi. Et là, ça, c'est vraiment les vrais ratages. Oui, mais parce que là, tu sens que. C'est ce que. C'est comme on a dit au début. C'est raté parce que ce n'est pas volontaire. C'est ça que je veux dire, c'est que ce n'est pas dans l'intention. Parce que je crois bien que dans leur intention, ils voulaient trouver un équilibre entre la puissance, etc. C'est long. Le problème, c'est l'équilibre. En fait, tout ce qui fait la maestria des films de Ghibli, c'est justement la nuance. Oui. Qui a pas assez suffisamment dans Radio Wave, mais bon, c'est à l'image de l'auteur, parce que l'auteur, tu vois que dans, je pense de ce que j'ai pu en lire et des bandes annonces que j'ai vues, c'est un mec qui a l'air d'être excessif dans ses façons de faire. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut partir dans l'excessif malaisant, dans l'excessif, tu vois. C'est pas un gars qui. Donc c'est un gars toxique en fait. Il a pas l'air très nuancé. Alors, je dirais pas ça. Non. C'était un blague. Peut-être oui, mais je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. On le connaît pas assez. Il faut qu'il vienne boire un coup avec nous. Peut-être qu'on en saura plus. avec un peu d'alcool. Ouais, vas-y, avance parce que là je t'ai. C'est ça. Bon, après c'est un film qui va aborder des thèmes qu'on connaît tous, hein, la résilience, forcément, la recherche de soi, parce qu'il faut trouver sa propre voie, surfer sa propre vague. Hein, il faut du courage au quotidien malgré les peurs, les traumas. Pour lier tous ces thèmes, Yuasa a choisi l'eau comme symbole, puisque dans le film, l'océan, c'est le symbole de la liberté, mais aussi du danger, puisqu'il prend des vies. C'est aussi l'eau qui lie les vivants et les morts, et qui est la mémoire également de Minato. Elle est la personnification d'une idée aussi qui a une part importante dans la culture japonaise et asiatique en général, c'est l'impermanence. C'est l'impermanence et son acceptation, c'est-à-dire que rien n'est figé, tout change et se transforme sans cesse d'un instant à l'autre et on n'y peut rien en fait. On n'a pas de prise là-dessus, on ne peut que l'accepter en fait. Alors, est-ce qu'il le montre de façon pertinente à 100%, comme vous venez de vous en rendre compte au fil de notre discussion? Non, il y a des écueils, mais ça reste le message reste oui, non, c'est pas mauvaise chose qui passe effectivement. Alors pour vous donner mon avis, moi j'ai découvert la bande-annonce de Ride Your Wave au hasard de mes pérégrinations quotidiennes dans les méandres des algorithmes. Et elle est tombée un peu de nulle part et elle m'a immédiatement touché. La bande-annonce m'a donné envie de regarder. Je devais avoir besoin d'un truc un peu nunuche, histoire de penser à autre chose. Donc une histoire d'amour, une histoire de deuil. Bon, il m'en fallait pas plus pour m'y jeter dedans. Malgré les défauts, j'ai pas été déçu du voyage. L'histoire de Hinako et Minato, bien que tragique, est d'une tendresse infinie. Et comme on l'a dit, les personnages secondaires
apporte une grande plus-value parce que même le petit jeune pompier, le copain de Minato, est très très intéressant parce que il est bien plus nuancé que lui. Il est touchant. Il est moins super-héros que l'autre. Voilà, il est touchant, il est maladroit, il essaye de faire de son mieux, il essaye toujours de perpétrer l'héritage de Minato, mais tout en restant lui. C'est un personnage super intéressant. C'est vrai, mais justement, c'est pour ça que moi je dis, les couples, l'autre couple qui se forme, allez, encore des spoils. Allez, là oui, c'est la fin de la chronique, on s'en fout. On s'en fout pas, mais c'est pas grave. C'est presque plus intéressant, parce que c'est les plus riches, quoi. Plus construits, même la façon que c'est construit, c'est d'une brutalité, d'une tendresse en même temps, quoi. Ouais, en fait, les deux sont des inadaptés sociaux totalement, et en plus d'un extrême à l'autre du spectre, en fait. Oui, complètement, c'est ça. Mais ils sont touchants. Ouais, mais tu vois, ça c'est là, je cherchais mes mots, et avec ça, je te laisse finir. Oui. On ne tournera pas plus, mais encore, on va faire 40 minutes, on voulait faire court. C'est bien parti pour. Ça va être court. Ça, je le compare au film de Shinkai, Your Name, Suzume, etc. Que normalement, surtout Your Name, mais pas que, il y a des couples, même les jardins des mots, les jardins des paroles, je sais pas comment, les jardins des mots. C'est un moyen métrage qui pour avoir certains points compliqués sur l'âge de chaque personnage. On va les laisser là. C'est souvent problématique. Effectivement. Oui, là c'est problématique. Mais bref, ce n'est pas explicite. C'est un truc comme le carte 14 Sakura, c'est dans la lignée. Non, c'est plus parce qu'il y a vraiment toutes des tendresses, amour qui s'est construit. C'est juste qu'un écart d'âge conséquent. Prof-élève, on parle. Je vois très bien. Mais par exemple, Your Name, malgré la distance comme c'est construit, ça finit par construire une histoire d'amour, malgré tout. Your Name, c'est magnifique. Là, c'est bien plus enrichissant. À tel point que c'est elle, parce qu'ici, en fait, je parle de ça comme contrepoint, parce que dans Journey, la protagoniste, c'est elle. Bram qui mène l'histoire, malgré l'autre reflet, on va dire, pour ceux qui sont Journey, que je conseille. Ici, le protagoniste, c'est elle aussi, mais on a un reflet très négatif, en quelque part. Au moins jusqu'à certains points, ou à un certain moment. C'est-à-dire, c'est comme un sorte de faire, parce qu'il est très complexe et très riche au début et à la fin, mais au milieu, c'est bouf. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Et quand même, la direction artistique et l'animation. Ah ouais, ça c'est une tuerie. Voilà, de toute façon, le studio Science Arrow, il suffit de voir les 2 saisons de Dan Dadan, les mecs. Oui, mais là, j'ai trouvé, il y avait 2 choses à dire de l'animation de Trim. Et à moi, ils m'ont vraiment plu. C'est les personnages, ils sont pas trop caractéristiques de l'animation japonaise. Les traits, tout ça, c'est le chara design, la direction artistique, justement, elle est limite occidentale. Et oui, pas que, parce que c'est plus dans la modernité de certaines œuvres. Je trouve que ça fait BD. Et puis c'est eux qui ont inventé, c'est lui qui a été à la base des styles, tu sais, les scènes qu'il y a dans Kill Bill, tu sais, les scènes de manga de Kill Bill, les animatrices d'animation. Ah oui, c'est cette animation un peu saccadée, mais qui en même temps est hyper réaliste dans le mouvement, avec des dynamiques de caméra super. Mais tu vois, ça je viens sur le réalisme, sur un autre point, que c'est les décors. Les décors. La mer, il est dans le détail. Tous les reflets, que ça c'est fou, les reflets, la bouffe, parce qu'il y a un truc sur les cafés, que ça il faut voir les films. Le truc du café, moi j'étais. Il est détaillé, mais avec une richesse. À ce niveau d'animation, c'est vraiment du détail, quoi. C'est d'ailleurs côté animation, c'est le truc tout c'était bluffant. Tout, même quand il y a les feux, quand il y a l'eau, quand la scène de bouffe, les restaurants, même l'évolution des lieux à travers les temps, comme ils passent, certains lieux qui sont rachetés, machin, etc. Le café, là, il donne 3 000 d'y aller, quoi. C'est super détaillé. Et vraiment, tu vois qu'ils sont travaillés, qu'ils sont dit non, mais maintenant ici, entre ces plans, ils vont évoluer. Mais ils ne se ratent pas. Je suis sûr que je mettrai les deux, ils sont à la colonne près au même endroit, quoi.
Oui, non, quand il cuisine et tout, c'est vachement. Ouais, ouais, non, c'est très très bien fait. Bon, et si vous vous lancez dans l'aventure, moi je serais quand même curieux de savoir comment vous l'avez vécu, puisque pour ma part, à la fin du film, très, très sincèrement, on en a parlé enfin avec Jom, moi à la fin, quand le générique de fin est arrivé, je savais pas si le film m'avait touché ou pas. Même s'il m'avait plu ou pas, j'ai fini le film sans rien en fait. J'étais content de l'avoir vu, Ouais. c'était pas un truc qui m'avait déplu. Mais je savais pas s'il m'avait vraiment impacté ou pas en fait ce film. Et c'est quand j'ai éteint la télé et c'est quand j'ai éteint la télé que j'ai commencé un peu à réfléchir au truc que les émotions que je pouvais ressentir se sont décantées. Et là j'ai pris une vague, un truc, alors peut-être lié à mon histoire aussi. Hein, Oui, bien sûr. c'était peut-être pas que le film qui a déclenché ça. Mais alors là, pendant un moment, j'ai eu les larmes aux yeux, la gorge serrée, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'était quelque chose qu'il fallait. Il fallait que ça sorte et c'était bien. Et du coup, je me suis rendu compte, mais voilà, une demi-heure, une heure après, que j'étais habité hein, par cette histoire, par le rappel qu'un deuil ne signifiait en rien de cesser d'aimer et qu'une blessure même profonde peut devenir une belle cicatrice polie par les vagues. Mhm. Wow. Intéressant. On a déjà assez parlé, on n'a pas besoin de revenir. Non, non, c'est bon. Mais bon, on est assez d'accord à quelques accroches Oui, près. ouais, après le film, voilà, le film m'a touché, mais comme je t'ai dit à la fin, ouais, c'est pas le film qui va t'emporter, où tu vas être à fond dedans de la première minute à la dernière. Il y a des moments où c'est pas très bien équilibré en fait. Ouais. Bon, Voilà, on a déjà parlé. c'est ça. Donc, à moi. À toi. Allez, je commençais d'abord pour un petit aparté, pas trop long, parce que ça méritait. Même si un jour, je me refuse pas de faire une chronique sur des chroniques passées sur oui, lesquelles ouais. j'ai changé d'avis, évolué, parce que les temps, parce que les gens ils font des conneries entre-temps, bref. Mais celui-là, je vais en parler, j'avais déjà chroniqué des bières, que si vous savez écouter, c'était ma série Révélation, ça m'avait touché plein fer. Il est sorti il y a un mois et demi, la dernière saison. Ouais. Et qui clôt la série, par ailleurs. Et sans surprise, je pense, j'ai adoré. Ça clôt la série de façon idéale, malgré cette ressenti de laisser des fils pendre, parce que ça reste une série tranche de vie, Ouais. donc forcément tu ne peux pas résoudre, Ouais. parce qu'il n'y a pas une vraie fin, C'est ça. sinon c'est que ce sont tous morts. Oui, oui. Mais ça qu'il voulait raconter, il est clos. Il y a aussi un pari dans cette saison, c'est qu'ils sont 8 épisodes. Et 7 de ces 8 épisodes, ils sont en temps réel. C'est-à-dire, ils ont fait les paris comme il fait la série de Pitt, qu'il est dans ma liste, et que je pense que je chroniquerai dès que je l'ai vu, parce que apparemment c'est bien impactant, ça risque d'être... Bref, je verrai. Et c'est des tranches d'une heure. Et les 7 premières c'est tranches d'une heure ou 2 heures peut-être, hein, mais c'est vraiment la même journée. Que c'est un service spécial, soi-disant peut-être le dernier, mais là, ça envoie du lourd tout le long. La bande son aux petits oignons, ils sont vraiment pris. En fait, il y a un truc qui m'a un peu gêné parce qu'il est crédité Hans Zimmer comme celui qui a composé la bande son, mais ce n'est pas vrai. En fait, c'est un groupe de musiciens qui a créé Hans Zimmer, j'imagine que pour mettre en avant des nouveaux talents. Je peux chercher le nom, je m'en souviens, et ce n'est pas lui qui l'a fait. Mais j'imagine que la commande, c'est lui qui l'a eu. Ouais. Mais ça fait partie du groupe, il a donné à quelqu'un pour découvrir, pour mettre en avant son talent, et que je trouve qu'il fait un travail excellent. Juste à dommage du crédit. Ouais. Pourquoi créditer juste à Hans Zimmer et pas... Ouais, voilà, tu crédites Bref. les deux.
je trouvais juste dommage. Ouais. C'est pas plus que ça. Et un dernier épisode qui récapitule tout ça. Donc, on boit au bar des bières, les restaurants, et qu'est-ce qui se passe avec les personnages, avec une conclusion très très juste, soit une fête d'anniversaire. Tout bête. Ah ouais. Tout bête, mais on voit tous les personnages réapparaître, boire, et j'adorais. J'adorais, ça clôture parfaitement ça qui voulait dire la série. Il y a des gens qui l'ont critiqué plus ou moins. Après, c'est une saison qui a tardé un peu plus à arriver que la reste, mais j'étais super content qu'il soit fermé. Ouais. C'est rond, c'est parfait, c'est bien. Et il est là pour la revoir autant de fois qu'on veut. Voilà. Mais je ne vais pas critiquer. Si vous voulez plus d'informations, allez voir, je ne sais pas quand quel épisode, ça doit dater des 10 épisodes arrière au moins, un bon moment. 10 peut-être un peu moins, mais ouais, ça, je crois que c'était vers Noël qu'on l'avait Ouais. chroniqué. Un truc comme ça, oui, c'est possible. Parce que je ne l'avais pas binge-watché, mais presque. Presque. Et la dernière saison, je binge-watché de 1 au 6, mais binge-watché, la complète. Et les 7 et 8, je me les fais en grand écran chez moi. Et il fallait que tout soit bien, C'est ça. toutes les conditions soient bien réunies pour profiter. Voilà, c'est ça. Et j'en profite. Donc, juste pour dire ça. Et là, je vais sur ma chronique que je veux parler de Jing Queen, un film d'animation français Ouais. qui est dirigé pour deux réalisateurs, Nicolas Atané et Marco Nuyen. Désolé si j'ai mal prononcé. Qui font partie de studio Bobby Pills. Pour ceux qui ne connaissent pas Bobby Pills, bon, les plus connus, je pense que c'est les Cassos. Les cassos, ouais. Mais il y a plein des autres, comme Crisis. Junk, Ouais, c'est ça. Crisis Junk. Crisis Junk, que c'est une Ça, c'est série. génial, ça. Ouais. Tu l'avais chroniqué? Non, on avait discuté. On en juste. avait, je t'avais conseillé de la regarder. Tout à- parce que et c'était, oui, effectivement. Qu'en plus, Bobby Pills, il est en français, anglais, espagnol, Ouais. la même chaîne, et qui fonctionne de ouf. Si vous voulez voir le dernier épisode de Crisis Junk, sans les censures, c'est sur l'espagnol. Ouais. L'anglais et le C'est- français, c'est censuré. Mystère et L'espagnol, boule de gomme. c'est pas censuré. Mystère et boule de gomme, on va tout savoir. Donc, cet studio, avec ces deux réalisateurs, ils ont fait les films Jing Queen. Peut-être vous l'avez vu passer ou pas, c'est un film d'animation pour adultes, 100% pour adultes. Hein. Là, il y en a même pas de l'hésitation. Même les deux qu'on a parlé, c'est pas pour enfants non plus. Hein. Mais Mais là, c'est encore pire. Bridge of Wave, ça passait. Non, moi je te parle de Crisis Junk et. Ah les oui, ca- oui, non, ils sont pas pour. les Non, ca- les- non. Même les Et cassos, les c'est pas cassos, trop, non plus. voilà. C'est minimum ado plus. Voilà, c'est ça. Bref, Jing Queen, il a eu une histoire particulière parce qu'ils ont galéré pendant 7 ans pour le faire. Ils sont même passés sur un financement participatif pour les réussir, qu'ils sont réussis à faire, et que finalement, il a été distribué en France par Joker. Que c'est un distributeur très jeune de souvenirs, mais qui il est en train de distribuer de très bons films, tous avec une personnalité particulière. Allez. Et sur Jing Queen, ils sont tenus, je tiens à en parler parce que j'avais vu une vidéo sur YouTube qui parlait de ça, et ça m'a semblé curieux, qu'ils ont tenu une stratégie très particulière sur Jing Queen parce qu'ils ne savaient pas comme si ça allait marcher ou pas. Parce que c'était un film d'animation pour adultes, complètement un thème LGTB à fond les ballons, et sans aucune gêne, parce que ça va très loin, vraiment. Et ils ne savaient pas, donc ils ont commencé sur vraiment des projections très petites. Ils ont fait très peu de copies en France.
Au début, je pense qu'il y avait 20 copies, ou un truc comme Ouais, ça, ouais. c'est vraiment ridicule. Et en fait, ils ont augmenté les copies aux semaines par semaine, Ouais. en fonction de la demande qui savait le cinéma. Et jusqu'à ils sont finis là. J'avais vu sur la page, parce que d'un coup, je me suis abonné sur Joker pour suivre les sorties qu'ils font. Ils sont arrivés 300, presque Ah oui, 400 quand même. 000 entrées, tickets vendus. Pour un film Ouais. d'animation français, si de niche, Oui, c'est etc., énorme. c'est toute C'est une énorme. réussite. C'est C'est énorme. vraiment une Ouais. réussite. Et ils se félicitent parce que c'est vraiment très, 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 très poussé, quoi. Ouais, oui. Et cela étant dit, maintenant qu'on a mis le contexte, on va parler de Jim Quinn. Parce qu'il faut en parler. Qu'est-ce que je veux me régaler. Jim Quinn, de qui il nous parle? Il nous parle de Jim Parfait. Jim Parfait, c'est un Jim Quinn. Jim Quinn, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait partie d'un collectif, dans le collectif gay, que c'est les adorateurs du corps et du gymnase. D'accord? Et qui sont tous très gays. mais c'est un collectif absolument réel qui existe. Ils tiennent au culte au corps. Si vous voyez les prides, etc., vous en voyez partout. Il n'y a aucun souci. Et lui, c'est un star. Eux, c'est un star du réseau, etc. C'est vraiment les stars gays du moment. Et même les autres collectifs, que ça, il en parle de lui. C'est vraiment, il y a des millions de followers, etc. Et il s'aperçoit, sa pote, il découvre qu'il a chopé une maladie contagieuse très grave qui s'appelle l'athérose. Donc, il est en train de devenir hétérosexuel et en concurrence un poucon. Parce que la maladie, c'est pas juste ça. Parce que tu deviens hétérosexuel, tu commences à aimer les foot, tu commences à comprendre comment ça fonctionne, tu commences à voter des choses pas bien. Bref, il en fait vraiment des caisses, les films, avec ça. Et forcément, il faut trouver la solution. Et pour ça, il faut trouver vraiment, c'est lui qui va être pur. Et que ça se trouve dans l'image de son meilleur fan du monde, que je vais dire les noms parce que je vais les rater et je suis suffisamment con pour les faire. Lucien, ah, putain, Lucien. Effectivement, que Lucien, c'est un twink. Un twink, c'est encore un autre collectif qui se parle des petits hommes sans pas trop de poils, maigrichons, un peu, ou pas féminin, mais un peu. D'accord? C'est des collectifs, regardez sur Internet, vous pouvez en trouver. Je ne vais pas vous faire une liaison maintenant de toutes les communautés gays, même si j'en pourrais parler pendant des heures, mais c'est pas là. Regardez les films, pour ailleurs, pour en connaître, parce que c'est un film qui parle beaucoup de ça. Et d'une façon très, très, très juste. Et pas juste pour en parler du bien, parce qu'il en met des couches aussi. Après, moi, j'ai pas vu le film, mais pour avoir vu les productions d'avant de Bobby Pills, bon, il tartine tout le monde. Hein. Ah oui, Il y oui, a oui, pas, oui, oui. Oui, mais il y aucune. a un parti pris, il faut Oui. passer, ouais, c'est-à-dire, Normal. c'est des gens, les deux réalisateurs, c'est des gens qui forment part du collectif, qui forment part de la communauté, et qui voudraient parler de ça de façon crue, directe, parce qu'ils parlent du cul, par du sexe, il y a des gros michets partout dans les films, il n'y a pas un film qui parle tant de prostates comme ce film-là, mais vraiment, c'est tout le moment, si quelqu'un a des doutes de bien les plaisirs masculins, allez chercher les films aussi, vous apprendrez quelques leçons. Peut-être, qui sait. Voilà, donc, avec ça, donc, la source originelle du pouvoir gay, c'était dans Lucien, son plus fidèle. Il faut pour ça trouver un scientifique qui va pouvoir découler cette force. Bref, il commence l'aventure de parcourir toutes les communautés gays, parce que comme ils disent eux-mêmes, hein, c'est parce qu'ils parlent de GTV, et même il y a un personnage qui dit, ici les autres lettres, on les a pas, tu trouveras surtout la G. Parce que ça, il est aussi parlé dans les films, hein, c'est la communauté gay, ça reste des hommes. Donc, en tant qu'homme, il pourrait avoir aussi du patriarcat. Donc, c'est très complexe à expliquer comme ça, mais c'est une réalité, ça fonctionne comme ça. Les communautés aussi, entre eux, ils se foutent sur la gueule en permanence. Bon, comme tout, il faut toujours se critiquer sur quelqu'un, etc. Et ça, les films, ils parlent sans gêne.
même les faits, ils en sont parlé sur une interview, c'est que forcément l'hétéro, c'est que là on les prend en degré humoristique, il y a un reflet quand même du sida dans tout ça. Et si on a connu un peu l'histoire, ou si on s'est renseigné, on a vu dans les années 90, quand c'est arrivé l'épidémie du sida, vraiment, même dans les collectifs, tout était mis à l'écart. Tout n'était pas défendu pour ta communauté, pas tous, on parle de généralité, bien entendu, mais il y avait des communautés qui vraiment faisaient des cordons de toutes gens qui avaient un rapport, etc. C'est hop, on ne voulait rien savoir, c'était de l'ostracisme complet. Et ça a été une réalité, une vraie chose qui s'est passée, qu'ils passent inaperçus, parce que comme on est tellement con qu'on ne s'intéresse pas à ce qui passe à des communautés qui ne sont pas les nôtres, bon, bref, qu'est-ce que j'en peux dire? Mais ça a été une réalité. Par ailleurs, il y a la 10e saison d'American Horror Story qui aussi fait toute la série. Bon, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un écart là. Oui, là c'est un grand écart, oui. Mais ce n'est pas idéal. Voilà. Je pense que c'est la 10e saison qui parle vraiment de la société, de la communauté gay dans les années 90 au New York. Et l'arrivée du sida, même si c'est transformé là pour un monstre, un truc plus American Horror Story. Oui. Et ça que j'étais American Horror Story, chaque saison est indépendante. Il pourrait avoir certaines continuités, mais c'est des histoires indépendantes. Et là, je fais le parallélisme dans le sens que dans cette série, on peut voir ce genre de comportement, comme des gens ils se sont battus pour sortir en avant, comme des autres ils se foutaient, comme dans la communauté gay, ils mettaient à l'écart la communauté lesbienne parce qu'ils disaient... Je veux pas. Ils sont gays, mais sont misogynes en plus. Tout ce que je veux dire. Tant qu'à faire. Oui, mais c'est une réalité. Il en parle sans complexe dans les films. Voilà, il y a des cons partout. C'est toujours... non, mais c'est plus complexe que ça parce qu'il y a une raison pour arriver à cette réflexion, etc. Mais dans les films, dans Gene Queen, je parle bien de Gene Queen, ils vont mais à fond la caisse. En plus, je vais pas en parler beaucoup pour ne pas spoiler, mais la mère de Lucien, c'est la présidente de la République. Que femme potentiellement présidente de la République, je n'imagine qu'une. Donc, vous pouvez faire des caisses en tant que vous en voulez. Parce que là, il est mis, ça, mais... Et du coup, dans la vraie vie, elle a un fils qui s'appelle Lucien aussi, je passe pas. Je ne fais pas pour lui, surtout. Franchement, je passais un moment, ça rigole, les blagues fonctionnent, tout fonctionne dans les films. Il est fait, vraiment, si tu vas avec une mentalité ouverte, même si tu ne connais pas rien de qu'est-ce que c'est, au contraire, tu vas sortir cultivé parce que c'est des vraies choses. Tout en exagérant, tout en étant un film d'animation, tout en mettant plein de... Mais qui connaît les codes, c'est fou, quoi. Il y a par exemple les collectifs des bières, des sources, que ceux qui ne connaissent pas, normalement, c'est les bonhommes un peu costauds, poilus, habillés en cuir, etc. Que ils sont des locaux très à eux, c'est très masculin, mais vraiment, ça sent. Et là, ils sont représentés comme des ours. Littéralement, c'est des ours, tous. C'est vraiment génial. Ils sont décidés des fous furieux un peu, mais comme ils montrent dans Bobby Peace, dans toutes les séries, ils sont mis les corsons, ils sont allés tout potards au maximum. Ils sont allés tout à fond, tous les potards, comme tu dis, à fond. Et ils ont fait un truc génial. À mon point de vue, c'est génial, c'est rare. C'est des niches, il ouvre les chakras, mais dans tous les sens du terme, parce que vraiment, ce film, ça pousse à t'ouvrir tout ce que tu veux, et plus. Ça t'ouvre les chakras à découvrir des choses que peut-être tu n'as pas l'habitude. Forcément, c'est un film que si tu es proche, comme c'est dans mon cas au collectif LGTB, tu vas rentrer plus facilement, mais même si tu ne le connais pas, travers l'humour, travers l'irrévérent, graveleux parfois, très graveleux même, mais tout en t'expliquant beaucoup de vérités, de qu'est-ce qu'ils disent, avec cette couche de parodie, mais qui ne l'est pas telle, en vrai.
Parce que je suis pas sûr si les sites qui sortent, ils sortent des boîtes de nuit, etc. Je pense que s'ils n'existent pas, en tout cas, sont copiés des sites existants, quoi. Complètement vrai dans ce sens. Et pour moi, c'est un régal. C'est un sans faute. En plus, imaginez que c'était fait ici, avec qu'ils ont lutté contre tous les éléments pour arriver à faire les films qu'ils voulaient, pour pas être coupés, pour pas y réussir à faire, comme ils ont fait, 350 000, presque 400 000 entrées. Ça, c'est une tuerie, c'est mérité, c'est travaillé. En plus, parce que ce nombre d'entrées, c'était fait pour les bouches-oreilles. Oui. Littéralement. Oui, c'est les gens, il y a des cinémas qui l'ont demandé d'amener des copies. Oui. Parce qu'il y avait vraiment, les cinémas, ils l'ont fait parce qu'il y avait une vraie demande des gens qui voulaient voir ce film. Parce que c'est un film qui ça parlait, moi, quand je suis sorti, j'avais tellement mis, j'en parlais à tout le monde, quoi. Oui. Chaque fois, s'il fallait passer un bon moment rigolo, et en plus apprendre des trucs, voir ce film, quoi. C'est génial, quoi. Encore une fois, si tu connais déjà cette coupe, tu vas rigoler parce que tu vas trouver plein de références. Si tu ne connais pas, tu vas aussi rigoler parce que c'est super bien fait. Et puis what the fuck, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est l'affaire, on parle pas, je vous le laisse découvrir. C'est un feu d'artifice. Ah oui, non, mais là, ça, c'est des feux d'artifice total et génial, quoi. Il y a à quel point, il y a en plus, on pourrait analyser plein de choses, hein, mais aussi, c'est une ode à la diversité. Parce que cette film-là, c'est-à-dire, il n'essaye pas de critiquer les hétérosexuels. Ça, c'est pas du tout vrai, comme certains ils vont essayer de dire parce qu'ils ont inventé l'hétéros, machin, nanana. Il essaye de dire que si les mondes seraient tous pareils, ça serait pas bien, en fait. C'est qu'on est tous droits à exister et que tous on a des choses bonnes, des choses mauvaises. Cette excuse d'utiliser l'hétéros, c'était pour vraiment montrer, parce qu'il y a tout un tas de choses qui se passent. Quand la maladie se répand, il commence à y avoir moins de gens, il y a des locaux qui se vident, des cultures qui se vident, etc. Il est montré pour des vrais. Et je pense que ce n'est aucune connerie. C'est exactement que ça passe dans les sociétés où ils sont interdits, dans les sociétés où il fallait se cacher, dans les sociétés où il fallait être vraiment underground pour pouvoir exister. Comme ça passait depuis des années, des décennies, des siècles, si je m'abuse. Oui, des siècles. Après, ton truc d'hétéros, là, ça fait un écho à l'histoire, hein, tout simplement, hein, parce que pendant des années, l'homosexualité était considérée comme une maladie. Donc, oui, justement. C'est une façon de renvoyer la balle. Tout à fait, à fait. Et quand on voit qu'il y a des lois qui s'essaient de passer contre, ou que quand les centres de conversion, ils sont encore pas interdits comme en Europe pour cause de certains groupes. Bref, voilà, chacun a faire ses idées. Mais en tout cas, c'est un film que je conseille pour que vous allez rigoler, vous allez passer un bon moment, vous allez découvrir ou redécouvrir des choses que peut-être vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, c'est sûr qu'ils vont vous faire marrer, tout en étant l'esprit le plus ouvert possible. Et qu'en plus, il est bien écrit. Il est irrévérent. C'est ça, ils ont une intelligence d'écriture pour toute leur production d'ailleurs. Ils sont. Oui, non, mais ils ont une réelle intelligence d'écriture. Ils arrivent à t'accrocher sur des trucs. Parce qu'aller t'accrocher sur la philosophie de Jung, il fallait le faire aussi. Hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais voilà, c'est la façon qu'ils tiennent de mener ça. Ça a été d'une intelligence et surtout c'est ça, c'est vraiment reivindiquer, arrêter d'aller avec des pincettes, arrêter d'aller sur certains thèmes parce qu'il ne faut plus aller des pincettes sur ce thème-là. Il ne faut plus des pincettes. Si à cet stade-là, et comme on voit, nous, qu'on est des Perpignan, et donc avec la mairie qu'on a, tout n'est pas des Perpignan, bref, on est des là, d'autour. Non, ces choses-là, ils ne se peuvent pas remettre en question. Et cette film-là, ils font des choses risquées que je trouve courageuses de vraiment dire on est là, on existe, et on vous se montrer
Et en plus, on n'a pas peur de le faire avec tous les mots. Tous. Et quand je dis tous, c'est le dictionnaire entier. Normalement, pour te les mettre dans des trous, dans ton corps. Ça. C'est les orifices. Ça finit toujours dans les orifices. C'est ça. Donc, bon, ouais, encore une fois, j'en fais ma politique. Et voilà, mais c'est parce que je pense que le film, il mérite ce passage. Et parce que à des moments comme ça, qu'on semble se questionner des droits acquis qui ont été, ils passent juste pour les gays. Hein. Là, on est au point de se questionner même pour les congés payés et des conneries du genre, quoi. Donc, que ces droits qu'on s'est battu pour avoir, quoi. Là, c'est parce qu'on est gouverné par des gens incompétents. Ouais, mais à niveau mondial. Là, tu prends la population, alors il y a toujours des cons, hein, comme on dit, mais la plupart des gens sont tolérants, la plupart des gens... Ah oui, non, mais ça, on a déjà discuté. Dans la population, je pense que c'est pas si critique que... C'est critique parce qu'il y a des personnages importants qui accaparent une parole. Tu connais mon avis, j'en ai déjà parlé. Mais qui représente la plupart des gens. Ouais, mais il y a des gens qui écoutent ça. Il y a des gens qui finissent pour en croire. On ne va pas refaire l'histoire parce qu'on sait qu'est-ce qui se passe quand des gens écoutent des discours de haine en permanence. On sait comme ça finit. Ah ben oui, on est bien d'accord. Mais là moi, jusqu'à maintenant, j'ai été un peu désabusé et je trouve qu'avec ce qui se passe récemment, du point de vue de la population, il y a quand même de l'espoir. On le voit qu'il y a des solidarités qui se créent là où je ne veux pas être un nihiliste, effectivement. Je ne me considère pas nihiliste non plus. Donc, oui, il y a des réussites comme ce film-là prouvent aussi qu'il y a des autres façons de faire. Bah oui, bien sûr. Qu'il y a des autres façons de parler. On a... Et puis que ça marche. Oui, que ça marche. C'est une façon de parler qui fonctionne. On a reconverti des choses, pour en parler clair, hein. À l'époque, quand il a commencé à parler de politiquement correct, c'était pour être plus inclusif, pour être plus compris. Ça a été absolument manipulé pour la droite, l'extrême droite et le capitalisme pour maintenant parler politiquement correct, c'est pas blesser personne, ni d'un front ni de l'autre. Et je suis désolé, non. Ça c'est Fahrenheit 400. Oui. C'est hop, aïe, fenêtre d'Overton. Bref, allez. En tout cas, je vous conseille fortement de voir ce film. Si je ne sais pas, je pense que dans les salles, il est plus. Il devrait pas tarder à sortir en DVD. Voilà, c'est ça. Peut-être, qu'est-ce que ça a mis son Bobby Pills, c'est fort probable, parce qu'il a été soumis à un financement populaire, etc. Donc, qui sait je pense que ça serait... qu'ils vendent quand même quelques DVD. Je pense que ça serait bien qu'ils attendent un petit peu. Mais que ça finisse sur la chaîne YouTube, ça serait pas... ça ne sera pas de refus. Non. Mais après, avec la quantité des Godemiché qui sortent, je ne sais pas si YouTube il va pas aimer. Sur la version espagnole. Ouais. Pourquoi, je ne sais rien. Tu me diras, allez, je vais passer de coq à l'âne à but de vue. J'ai regardé récemment Eluba Boss, que je ne peux pas en parler parce qu'il manque encore 2-3 saisons pour parler. Une série d'animation aussi très impertinente, avec beaucoup de Godemiché aussi. Et sur la version, il est sur Amazon, il est sur YouTube. Parce que la créatrice, elle a été sur les deux. Je savais pas que c'était sur YouTube aussi. Oui, il est sur YouTube, tous les shorts, mais sur YouTube, tout il est censuré. Ah oui, forcément. Donc tu vois, une image floue, c'est tout. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup. Donc, du coup, c'est de l'audio. C'est un podcast audio. Non, pas tant ça, parce que c'est vraiment des ondes d'écran, ça a été fait. Mais il y a des épisodes que je ne sais pas comment... Bref. Il faut mettre des lunettes. Sinon, il faut voir sur Amazon Prime. Avec des pubs. C'est ça, c'est lamentable. Bref. Donc, ou voilà. d'autres moyens que tu aimes bien utiliser. Ah oui, pirater, n'hésitez pas à pirater. Mais des films comme ça, il faut soutenir. Voilà. Il faut soutenir. Les gros budgets piratés sans arrêt. Surtout que, voilà, comme tu dis, c'est des créations originales. Et puis l'animation en général, ce type... parce que moi j'aime beaucoup les réalisateurs, ils avaient participé, je crois, à la série The Last Man, Oui, sur Chris et Jean. Oui, je suis pas sûr.
Peut-être oui, hein, mais... Où il y avait c'est un des réalisateurs de Crisis Jung, du coup, qui était. Oui, qui c'est a travaillé Crisis Jung, oui. sur Last Man après. C'est ça. Mais c'est des orfèvres. Mm. Parce que la série Last Man, pareil, si vous la connaissez pas, elle est incroyable cette série. Malgré qu'un d'entre eux, il a eu de casseroles. Oui. Oui, toujours. Ouais, bon, après, lui, c'est pas toujours. C'était des grosses casseroles quand même. Oui, ouais, c'était pas des petites, effectivement. Donc, voilà. Quand elle sort, profitez, regardez-le, faites-vous plaisir, anal ou pas. Voilà, chacun son truc. Chacun son orifice. Sur ces moments, je te laisse parler de ce bouquin. Qui fait écho avec la dernière phrase, mais qui parle pas du tout de la même chose. Donc, le titre du livre, Ce qui est enfoui, c'est pas des godes. Donc, Ce qui est enfoui de Julien Freux. Très bien. Il va falloir retrouver son Oui, parce qu'en plus, c'est pas du tout les mêmes thèmes. Non. On n'est pas sur les mêmes. On n'est pas sur les mêmes thèmes, là c'est autre chose. Donc c'est un roman français fantastique, mêlant thriller, science-fiction et un peu roman d'apprentissage. C'est sorti dans son édition brochée le 4 janvier 2023 chez Actes Sud, dans la collection Actes Noir. Et la version que je viens de vous montrer, c'est la version de poche qui est sortie en mars 2025 chez Babel, qui dépend. C'est les versions de poche d'Actes Sud. Et dans la collection, comme c'est original, Babel Noir. Donc la version de poche fait 443 pages à peu près. Et donc je vais vous parler un tout petit peu de l'auteur. Qui est un auteur français né en 1978 à Toulouse. Qui, comme beaucoup de ses confrères, exerce un métier en plus de sa vie d'auteur. Puisque, bon, mais même s'il commence à être connu, là, il commence à avoir une certaine notoriété, il a un travail à côté. Et pour le coup, en plus, un métier qui n'a absolument aucun lien avec le monde de la littérature, puisqu'il est dans l'expertise d'objets d'art. Et ce qui définit le mieux cet auteur, ça reste quand même sa discrétion, puisqu'il est quand même assez difficile de trouver beaucoup d'informations le concernant. Ce n'est pas une personne qui s'étale beaucoup sur les réseaux sociaux, et quand il accorde des interviews, c'est plus pour parler de ses livres et de son travail que de lui-même en fait. Donc je suis allé chercher un petit peu diverses interviews, et j'ai même dû parce que le temps était limité, demander à une IA de m'aider à recouper un petit peu toutes ces infos que j'ai trouvées. Donc on va quand même tenter une petite présentation. Donc il explique avoir développé très tôt un goût pour la lecture et surtout pour l'écriture, dès les années 90, donc pendant son adolescence, et avant même d'envisager d'en faire une carrière, il noircissait beaucoup de pages blanches d'histoire qu'il imaginait. Il publie de façon plus ou moins confidentielle son premier roman en 2004 qui se nomme Delta, et c'est aux éditions Françoise Truffaut. Puis il publie un deuxième roman en 2006 qui s'appelle L'héritage de Paul chez Alvic Éditions. Et après, il faudra attendre presque 20 ans pour que sa carrière d'auteur reprenne officiellement, du moins, parce qu'il continuait d'écrire de son côté, et soit mis plus en lumière. C'est donc Ce qui est enfoui, c'est son troisième roman qui tape dans l'œil d'Actes Sud et qui décide de l'éditer en 2023. Le livre rencontre assez rapidement un succès critique, et c'est un auteur, que ce soit pour Ce qui est enfoui ou les les deux autres romans qu'il a écrits depuis, qui a beaucoup la cote aussi chez les libraires indépendants qui ont tendance à le mettre beaucoup en avant. C'est un livre qui est beaucoup conseillé, qui a une certaine aura aussi sur les sites du style Babelio et tout ça. C'est un auteur qui passe bien. L'histoire de la création du roman est d'ailleurs d'une certaine façon originale, donc pour le commun des mortels du moins, hein, puisque le premier jet et les premières idées de l'histoire lui viennent en 2005, c'est-à-dire il finit son deuxième roman et hop, il ébauche déjà Ce qui est enfoui. Et en fait, une fois qu'il a l'ébauche, il abandonne jusqu'en 2019 en fait.
Et ce qui va relancer ce projet, c'est le fait qu'il réaménage. La vie fait que l'auteur, Julien Freux, retourne vivre dans le village où il a grandi en fait. Et c'est là que il y a des souvenirs qui lui remontent et ça lui redonne envie de travailler sur ce roman. Fort de ce premier succès, donc, il publie 2 autres romans depuis, chez Actes Sud toujours. Il a publié en 2025 Hors la brume, qui est toujours un peu une histoire fantastique. En fait, pour l'instant, ces 3 romans sont chez Babel Noir, donc c'est plutôt des romans fantastiques, thrillers, tout ça. Et ensuite, il a écrit en 2026 L'île hallucinée. Donc, depuis qu'il s'est relancé, Ok. il abat du travail. Son succès se base avant tout sur le bouche à oreille, un peu comme Zing Queen. C'est un auteur qui travaille pour l'instant plutôt dans le domaine du thriller, du roman noir et du fantastique. Et comme je vous l'ai dit, il ne semble pas encore, malgré ce succès naissant, pouvoir vivre de sa plume encore. Que nous raconte donc l'histoire de ce qui est enfoui? Ça prend place dans la France des années 90, dans le canton fictif d'Estanville, qui se situerait plus ou moins, de ce que j'ai compris, dans le sud de la France, sud-ouest plutôt. Toulouse. Il parle de Piémont, il parle de... Ok, d'accord. Tu vois, je dirais, ouais, sud... ouais. Oui, ok. Voilà. Qui de prime abord est tout ce qu'il y a de plus banal et provincial. On semble bien loin du bruit des grandes villes, des grandes métropoles françaises. Toutefois, ce calme n'est qu'apparent puisque la population a été marquée par la disparition au début de l'été 90 donc d'un collégien qui a été, dont on a seulement retrouvé ses vêtements parfaitement pliés au milieu du sentier en pleine forêt, là où il a disparu en fait. Alors que l'enquête patauge, la rentrée scolaire voit un deuxième enfant disparaître dans des circonstances également étranges et toujours en retrouvant ces fameux vêtements bien pliés à l'endroit où il est censé avoir disparu. Le capitaine de gendarmerie Ernevin est en charge de l'enquête et est tout fraîchement débarqué pour apporter son expertise. Parce que les vêtements sont pliés, mais il n'y a aucune trace, il n'y a rien, aucune piste à remonter, aucune trace, il n'y a rien. Et donc un climat de peur et de méfiance s'installe et des règles strictes sont données aux enfants pour éviter toute nouvelle disparition. C'est dans ce contexte que nous faisons également la connaissance de Jérémy, Guillaume et Dario, le trio du collège de la ville, qui ont la particularité de ne pas en être les stars, ni les figures de proue d'ailleurs. Ils en seraient même plutôt l'opposé. Ils sont plutôt dans le camp des victimes. Ils sont fans de films d'action et de films d'horreur. Ils sont fans de jeux vidéo, ils sont fans de jeux de rôle et en particulier de l'Appel de Cthulhu. Bref, dans les années 90, être fan de ce genre d'occupation faisait de nous des parias. Donc malgré les disparitions de leurs camarades, leur quotidien de harcèlement et de brimade ne s'adoucit pas vraiment, puisque la bande du garage n'entend pas laisser leur mainmise sur le collège disparaître. Tout va changer quand Aurore, la fille du capitaine Ernevin, intègre le collège. Après une première rencontre percutante, elle intègre le club des Trois et ensemble, et parallèlement à l'enquête officielle, ils vont tenter de comprendre ce qui se passe à Estanville et en savoir plus sur une légende urbaine de l'homme qui marche. Comme si se cogner les petites frappes du bahut ne suffisait pas, des événements surnaturels viennent s'y ajouter, faisant des 4 adolescents les protagonistes d'une histoire où complot et danger maximal se mêlent. Bon, à la lecture du pitch que je vous en fais, on peut se demander, et c'est d'ailleurs une inspiration assumée, si ce qui est enfoui ne serait pas le Stranger Things à la française. Et donc, il faut se dire qu'avant tout, ce livre, c'est de la littérature pour le fun, en fait. C'est un roman moderne, constitué de chapitres très courts pouvant s'adapter à tout lecteur.
On peut se poser et lire facilement comme on peut le dévorer. On peut s'arrêter à tout moment puisque chaque chapitre fait, je ne sais même pas si ça fait 10 pages chaque chapitre, il y en a certains qui en font que 5, enfin, c'est quelque chose qui se lit vite et qui se pose vite. Le livre est pensé comme une série, il est divisé en 3 périodes, en 3 arcs narratifs, à 3 temporalités différentes et permet de voir évoluer forcément dans le temps les personnages, leurs relations, l'histoire et les dangers. Chaque chapitre est centré sur un perso ou un groupe différent. Rendant le récit dynamique, c'est vraiment, enfin moi pour moi ça a été un page turner, je l'ai lu assez vite parce que je suis assez friand de ça. Le style de Julien Freux est accessible tout en ayant un sens de la phrase intéressant pour ceux qui apprécient les bons mots. Il a également un bon sens de l'humour même si ce n'est pas le cœur du livre. Donc pour construire son univers, il convoque des auteurs et des œuvres ayant fait leur preuve auprès d'une audience large, puisque forcément, quand on écrit du fantastique, un de nos mentors est Stephen King. Hein. Ensuite, il y a pas mal de références au roman noir français, et forcément, on en arrive à Stranger Things, on en arrive à Dark aussi, d'une certaine façon. Ça fait écho un peu à la série Dark. Donc on peut Mais dire... il en parle dedans? Non. Non. C'est des références que lui a dit dans ses interviews. Okay. Donc on peut en déduire que Julien Freux est abonné à Netflix aussi, hein, quand même, de base. Il évoque aussi un peu les Goonies, qui est là encore un film référence. Hein, voilà. Et donc sans réinventer le style, il ne se contente pas de faire des easter eggs ou de donner à ses lecteurs des Madeleines de Proust. Il nous propose quand même une histoire efficace où les genres se mélangent plutôt harmonieusement et donnant un bon équilibre. Il aborde des thèmes universels en y ajoutant son style. Donc le thème principal de ce genre d'histoire étant la fin de l'enfance et le passage à l'âge adulte, l'amitié, l'amour, qu'il soit filial ou romantique, la solidarité, la résilience toujours, le deuil et les traumatismes de la vie, puisque on apprend au fur et à mesure qu'on lit le livre que tous les personnages, qu'ils soient adultes ou enfants, ont vécu des épreuves et des traumas qui sont autant de boulets avec lesquels ils doivent composer. Assaisonner le tout d'une bonne dose de mystère, de phénomènes où la frontière entre la science et le surnaturel semble très ténue. Le temps et la réalité semblent parfois se tordre à Estanville. Et enfin, la présence d'une société, la Dystoria, dont l'image qu'elle renvoie au public ne semble pas correspondre à ses réels dessins. Et vous obtenez un roman qui, bien loin de révolutionner le monde de la littérature, a le mérite de nous emporter et de nous divertir. Donc qu'est-ce que je peux dire de ce livre? En fait, depuis longtemps, je voulais parler, j'avais un peu abordé le sujet quand j'ai fait la chronique sur la brigade des cauchemars. Mais moi j'adore les histoires, les films, les romans ou les jeux vidéo mettant en scène des groupes de jeunes gens ordinaires qui, par un coup du sort improbable, se retrouvent embarqués dans des aventures rocambolesques où parfois même le pouvoir de l'amitié n'a pas la possibilité de protéger tous ses membres. Moi je me rappelle avec des émotions fortes, étant plus jeune, donc la découverte des films comme Stand By Me, les Goonies justement, les Gremlins, Chérie j'ai rétréci les gosses, un peu plus tard Super 8, la brigade des cauchemars dont j'ai parlé, Stranger Things, Une nuit d'été, ça, Jumanji, etc. Et dans les jeux vidéo, je sais pas si tu les avais fait de Double Fine, les Costume Quest. Oui, qui sont, une masterclass. Oui, j'avais fait les deux en plus. Ouais. Je sais pas s'il y avait un 3. Non, ils ont arrêté l'histoire. Ah ouais, non, j'avais fait les deux. Parce que t'as le 2, t'as un DLC qui appelle une autre histoire et qui est jamais sorti, alors que c'est vrai. Costume Quest, moi le premier, il était incroyable. Dans les jeux vidéo aussi, il y a Mania Mansion de LucasArts, il y a The Day of Tentacle. Bon, bref, c'est des histoires qui, étant jeune, me touchaient beaucoup et continuent de me toucher malgré le fait que j'ai 44 ans maintenant. Ça continue. Les Day of Tentacle, il continue à fonctionner. Ah oui, c'est que Day of Tentacle, c'est la deuxième partie de Maniac Mansion. C'est ça. Maniac Mansion, après, lui, il a mal vieilli.
C'est ça. Parce que c'était le premier. C'était un des tout premiers jeux de LucasArts. Hein. Ouais, je dirais que c'est le premier point and click. Il était sorti sur C'était un des premiers point and click Ouais. et que je l'avais fait sur Amstrad. Mais, Manièrement sur les premiers. Juste que tu voyais en 2D les personnages C'est ça. bouger. Bref. mais l'histoire à l'époque était exceptionnelle. Enfin, Oui, c'était un oui, truc oui. de fou. Hein. Tout à fait, tout à fait. Je suis Mais c'est d'accord. sûr que maintenant, avec les graphismes de la NES ou de l'Amstrad, Ouais. s'ils font pas un remake, forcément c'est un peu désuet. Oui, mais bon, il y a déjà le remake de Day of Tentacle. donc, Oui, oui, qui était super bien. c'est un excellent. masterclass. Excellent. Ouais, ouais. En humour, tout marche. C'est ça. Et donc moi je voulais parler de ce style d'histoire, de rendre hommage à ce style d'histoire. Et j'avais pas trouvé encore le bon média, enfin la bonne histoire. Bah, il faut critiquer Day of Tentacle. Parce que Stranger Things, ouais, mais il faut que j'y rejoue. Stranger Things. On parle pas de trucs qui fâchent. Mis à part les 2 premières saisons, après il y a eu quand même un déclin de l'écrit. Et puis il faut dire aussi que ce style, c'était plutôt la chasse gardée jusqu'à maintenant des anglo-saxons, des américains en particulier. Et là on s'aperçoit que c'est des auteurs qui ont été bercés par cette culture, la culture américaine, la culture des films hollywoodiens et tout ça, et qui maintenant, des auteurs français comme Franck Siliez avec les Brigades du Cauchemar ou avec Julien Freux et Ceux qui étaient enfouis, qui arrivent à se servir de cette culture et de l'adapter à la culture européenne et la culture française. Bon, après, bon côté, en entendant tout ça, les références sont claires, hein, mais moi je vois surtout, et même dans la composition de c'est du King. Oui. tout craché, quoi. C'est comme j'ai dit, son mentor, ça reste Stephen King. Ah oui, c'est King a tout craché. Ah oui. Il doit avoir lu bien les manuels, tout pour l'écrire. Écriture, il a lu écriture, il a lu ça, il a lu. Ouais, c'est clair. Donc, et là encore, pareil, moi je mets en avant cette histoire de Julien Freux parce que là encore, dans le milieu de la littérature française, on a tendance à mettre beaucoup en avant la littérature dite blanche, donc d'auteurs qui parlent de trucs un peu sociétal et tout ça. Ouais, non, mais ça c'est encore cet élitisme constant qu'on se tient, on parle pareil sur le cinéma, on parle pareil surtout sur la musique. Comme on disait l'autre fois, quand on entend encore parler à l'Assemblée que si c'est pas de la musique classique. Voilà, c'est ça. Bref. Alors que là, on a un auteur quand même qui a un style littéraire qui est accessible. C'est accessible, mais c'est littéraire. C'est-à-dire que c'est pas un roman de gare écrit à la va-vite où il y a des fautes de frappe partout. Non, le gars, il s'est quand même fait chier à écrire une bonne série. Ce qui se rapproche le plus de ce bouquin, ça serait une bonne série de Netflix sur laquelle on peut manger mais des est-ce popcorn. que c'est des influences moi particulièrement, pour mon côté jeu de rôle, c'est une influence majeure. Ah, oui. On est grandi sur ça, on est noyé sur ça, sur les séries, sur les films, etc. Particulièrement, je parlais de moi comme grosse influence, plus les auteurs qui orbitent autour de ça, qui sont aussi à son temps grandis avec ça, mais une génération avant. Donc c'est déjà une machine qui l'a engagé. Donc l'art en tous ses concepts, il n'existe plus de frontières. On mélange le cinéma, la danse, la musique, l'architecture, c'est peut-être celle qui reste un peu plus à l'écart, parce que même la danse, ça mélange avec tout. Oui, bien sûr. Mais jusqu'à même l'architecture, parce que là, l'architecture en tant qu'art, il a resté un peu plus à l'écart pour des thèmes techniques, n'en parlons pas. Donc cette frontière n'existe plus, ils se sont réalimentés depuis des années, des décennies, l'un sur les autres, et les références, tous nous arrivent à ça. On n'est pas sur les auteurs, comme on écrivait, qui s'étaient basés sur les œuvres grecques précédents, ou qui ne faisaient que lire parce qu'il n'y avait pas cette influence. Non, là c'est intercroisé, intergénérationnel, interdisciplinaire, donc bien fait, ça sert à enrichir. Oui, c'est ça. Et là, la force pour moi de ce bouquin,
c'est que même si le bouquin fait 440 pages, tu as vu comment il est fait, hein, il y a plein de blancs, c'est très aéré quand même. En fait, en vrai, s'il y avait une mise en page, on va dire normale entre guillemets, il ferait 2 fois moins de pages le bouquin. Ouais. Peut-être que j'exagère, mais c'est un bouquin qui est excellent pour ceux qui auraient envie de se mettre à la lecture et qui ne savent pas par où commencer. Parce que ça reste une histoire à la Stranger Things, à la Dark, c'est un truc qui est actuel. C'est des thèmes qu'on retrouve beaucoup dans des séries qui fonctionnent très bien et à large audience. Et donc, c'est mis dans ce bouquin. Et si vous vous posez la question, vous ne savez pas par quoi commencer, mais vous aimeriez lire et vous y mettre, ce bouquin est excellent parce que c'est une bonne série. Ah, curieux. Mais en lecture. Ok, je suis curieux finalement. Je n'étais pas trop chaud, mais finalement ça m'a donné envie. À moi? À toi. Allez, on fait encore. Hop! Grand écart. Grand écart. Ouais, c'était non, dans le années mon cas, 90. Ouais, si tu veux. Il y a un petit lien. 80. Ouais, 90. Mais bon, c'est cette mouvance. Allez, oui. De quoi je veux parler? Les trucs que je m'attendais pas du tout. Jamais m'aurait dit personne que j'aurais parlé de ça. Moi, tu me l'aurais dit, je t'aurais jamais cru. On m'aurait dit, Jean va parler de ça, j'aurais rigolé. Oui, ouais, je vais en parler parce que ça mérite le passage. Je vais mettre à beaucoup de guillemets sur beaucoup de choses que je vais dire. Mais bref, tant pis. Je vais parler 2 derniers films des Maîtres de l'Univers. Voilà, allez, c'est dit, passons à autre chose. Non, donc, alors, de quoi, déjà, mettons un peu de contexte, parce qu'il n'y a quand même pas tout le monde qui connaît, même s'il y a beaucoup de mèmes qui sortent par là avec Musclor, bref, j'ai du mal à prononcer même ça. Oui, Bref, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une série de jouets, un double titre He-Man et The Master of the Universe, en français Musclor, les Maîtres de l'Univers. Mais les Maîtres de l'Univers, ça va. Ils ont gardé les Maîtres de l'Univers. Mais Musclor, il faut m'expliquer. C'est pas He-Man. Après, He-Man, je ne sais pas comment tu peux le traduire. Ouais. C'est Dimen, c'est vraiment musclé. Là, le traducteur fou est arrivé, il a vu un gars musclé en slip, Musclor. C'est ça. Voilà. Bon. Donc, c'était des jouets que c'était dans les années 90, sur lesquels j'ai énormément joué. Ouais, pareil. J'avais les châteaux, j'avais les tigres, j'avais He-Man, j'avais Skeletor. Les fouillés, je ne sais pas comment ça s'appelait en français, les mags. J'ai plus les noms par contre. Bref, j'en avais tous. Et je jouais souvent. J'étais un gamin, je n'ai pas à me justifier, ne jugez pas. Les batailles. Donc, cette série de jouets, que à différence que c'était des autres jouets type soldat, là on jouait dans la fantastique. Oui. Mais on jouait des bonhommes. C'est ça. Avec des gros muscles. Ah bah ouais, Même les tigres, il avait des gros muscles. Même les femmes. Les femmes, il avait des gros muscles. Il est méchant, il avait une tête de crâne. Mais avec des gros muscles. Oui, aussi, mais la tête de crâne, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les méchants. C'est les méchants, très méchants. C'est ça. Et après, il y en avait les bonhommes qui s'étaient récupérés. Tu avais des bistes qui étaient peint en rouge, il y avait un autre qui c'était côté du bon qui était peint en vert, c'est ça. mais que c'était normal avec des poils collés. Et c'était les premiers jeux. Moi j'avais un personnage, j'avais un méchant, un loup-garou de lui, où il y avait comme les mecs qui faisaient les jeux à l'époque, je pense qu'ils se rendaient pas compte. En fait, il y avait le même mécanisme qu'un briquet. Oui. Sauf que ça faisait pas la flamme, ça faisait juste des étincelles. Mais tu pouvais quand même foutre le feu à la baraque avec un jouet. Bref, il y a plein de mécanismes à tout jouer. Ridman, il sautait avec ses jambes. Bref, voilà. Je pense que ma mère, ils sera encore en carton quelque part, ce jouet. Et par rapport à ce jouet, il y avait une série d'animation qui, comme la plupart des séries d'animation de ces années-là, ça servait à vendre des jouets. C'est l'américaine surtout. Oui. Transformers, oui, tout à fait, pardon, il fallait préciser, effectivement. Et cette série pleine de bonhommes, muscles et des armes. Mais ce n'était pas des soldats, c'était fantastique en tout cas, c'est très fantastique.
Il est très toxique, si on le voit dans un certain angle. Bref, mais on est grandi avec ça, pas de souci. Il a eu la série d'animation que bien plus tard, il a devenu un mème sur Internet pour plein de raisons, avec Adam, qui c'est l'alter ego impossible à reconnaître d'Iman, parce qu'avec son gros épée, ils sont en pouvoir des fous furieux. Ah, mais quand il est Adam, il est habillé en rose, donc Oui, personne ne peut le reconnaître. Voilà. C'est même dans les films. Hein. Il y a juste un manche à longue. Bref. Bref. Ensuite, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un film avec Dolph Lundgren comme He-Man et Kevin Bacon comme Skeletor. Oh. T'as pas vu ce film? Mais j'ai dû le voir, mais là, il y a... Bon, bref, c'était un film qui s'en caguait. Ouais, ben, déjà, Dolph Lundgren a un rôle principal, forcément, ça devait être... Écoute, moi, je sais pas, ce film a été beaucoup critiqué et je pense qu'il s'est cassé la gueule dans les box-office parce que c'était pas du tout les muscleurs que les gens attendaient. En plus, ils ont mis une histoire presque un poil noir dans la terre parce que tout ça passe dans un monde fictif terranien ou un truc comme ça. Et là, ils sont mis dans la terre à travers des voyages de l'espace, il y a des vaisseaux. C'est vraiment dark par des moments, même s'il y a des trucs. Bon, à l'époque, on me demande pas pourquoi, je n'ai pas souvenir, ça fait des années que je ne l'ai pas vu, mais j'avais aimé ce film. Ouais. Moi, ça m'a pas marqué. Je pense que je l'avais vu sur Canal, mais alors... Moi, je pense que oui, j'étais assez gamin quand je l'avais vu, ça m'avait marqué, mais justement parce que finalement, c'était un film de fantasy. Tu sais, c'est presque du Medfan, mais dans la terre, post-moderne, avec des armes, des trucs tout mélangés. Bon, finalement, He-Man, muscleur, c'est ça, quoi. Hein, mais là, c'était les côtés dark, vraiment, c'est foutu sévère. Bref. Mais le film ne respectait pas du tout les leurs. Ils sont un chier complet. Ils sortaient des monstres qui n'avaient rien à voir. Bon, bref. Ils ont fait un truc, je pense. Comme le film Mario des années 90. Oui, même topo. C'est même topo. Je ne sais pas qui il était en tête, je ne vais même pas regarder. Mais qui maintenant sont cultes, en fait. Quand ils sont sortis, ils ont été Je ne sais pas s'ils sont cultes, parce que Mario, quand même, il est mauvais à souhait. Putain, quoi. Mais comment on a pu se louper autant? Comment ils ont pu se louper autant, quoi? Et pourtant, c'était un plombier dans des tuyaux. Bref. C'est parti dans une dystopie, fait un truc... Ouais. Admettons. Et récemment, il y a une vague, depuis 5-10 ans, hein, à peu près, 5 ans plutôt, je dirais qu'ils disent, des reprises de les histoires. Il y a Netflix, ils ont fait 2 séries, je crois. J'arrive. Ok. J'ai tout regardé. Trop vite. Je vais trop vite. Il y a eu une vague de reprises des histoires. Je pense que sans doute Netflix il a acheté les droits, donc il a voulu l'exploiter. Tout ça. Après, ça passait à Amazon, parce que les films que je vais en parler, c'est un film Amazon. Mais parce qu'Amazon, il avait acheté bon, bref. C'est complexe. Voilà, bref, les droits. En tout cas, il y a une série de 2 parties, ou qui se pourrait dire 2 séries, parce que c'est même s'il y a une communication entre les deux, faite sur Netflix, faite pour Kevin Smith. Que si vous avez écouté des anciennes chroniques, c'est un réalisateur que j'apprécie. Et que déjà, dans cette série, il commençait à tourner les mythes, parce que ça passait des années plus tard, il commençait à avoir plus de mythologie, les personnages féminins, ils sont mis vraiment en avant, et il a commencé à changer, il s'est foutu un peu de sa gueule, mais c'était quand même, les 2 séries étaient sérieuses, très bien écrites à mon goût, mais effectivement, il changeait beaucoup les lores traditionnels pour devenir un truc bien plus moderne, plus nuancé, avec les héros avec plus des couches, on va dire. Même des histoires, je pense que Tila, il devient lesbienne. J'ai des souvenirs. Bref, mais c'était très bien écrit. Moi, j'ai adoré. Ça parle au fin du monde. Il détournait tous les clichés de la série, mais pour faire une série très sérieuse. Par ailleurs, très sérieuse. Les 2 séries ils sont mon jeu des mémoires, je pense que j'ai préféré la première à la deuxième parce qu'un c'est Révélation et l'autre c'est Révolution, ou un truc comme ça, ou Révolution. Ça, mais vraiment, allez voir, j'avais beaucoup aimé ça qui s'était fait.
Allez voir si vous êtes ouvert d'esprit, hein, parce que si vous croyez qu'Iman il ne faut pas toucher, déjà vous n'êtes pas en bon endroit, vous pouvez prendre la porte. Ouais, à mon avis, ils sont pas là. Non. On les a perdus sur Jim Quinn. Déjà. C'est ça. Ils n'entendront pas, Iman. Donc, et ils sont arrivés l'année dernière, à peu près. Bon, j'avais commencé à entendre il y a 1 an et demi, 2 ans, qu'ils étaient en train de filmer un nouveau film action réelle sur Iman. Et que, bon, je n'ai pas trop suivi, mais il y avait quand même des acteurs intéressants dedans. Bon, les acteurs qui font Tila, Iman, ils sont moins connus, des morts. Après, Skeletor, il est fait pour Jared Leto. Ouais, c'est un bon Skeletor en vrai. Mais peut-être parce que lui, c'est un con aussi, donc ça marche. Le fait qu'il soit présent au casting, c'est pas forcément bon, parce qu'il fait que des fours en ce moment. Oui, le film, il a fait un four. Ah bah voilà. Mais il y a Idris Elba qui joue dedans, il joue des Matt Arms, c'est l'homme d'armes. Oui, oui. Avec la moustache. Ah oui. Ah ouais, il a la moustache, j'espère. Oui, bien sûr, mais plus long. Oui. Mais ça, c'est... Bon, bref, je vais arriver parce que je devais dévoiler vraiment que ça m'a plu de ce film-là. Et effectivement, il est sorti dans les cinémas, il a eu encore passage presque partout, il a fait un four comme pas possible, il ne s'attendait pas à se casser la gueule comme ça, mais ça n'a pas du tout marché. Jusqu'au que récemment, parce que c'est un film qui a été financé pour Amazon, il est revenu sur la plateforme avec les périodes légales et tout ça. Et là, il fait un carton plein. Mais vraiment un carton plein. Je pense que c'est 2 ou 3 semaines que c'est les films les plus regardés. Bref. Et je me suis dit, avec mon épouse, on va se dire, allez, pour la nostalgie, on va se les faire. Et qu'est-ce que ça a été ma surprise sur ce film. Qu'est-ce que j'adorais. Attention, c'est un film, je peux dire qu'il est moyen, mais en tant que film, en tant que réalisation, si j'analyse tout, en tant que global de ce film-là, je ne veux pas dire que c'est un grand film, ce ne l'est pas. C'est pas vrai. C'est quoi, c'est série B, série Z? Non, c'est quand même un film bien réalisé. Les images, beaucoup de flashs, je pense que ça, c'est exagéré. Il y a des lumières un peu à la J.J. Abrams partout, mais trop. Ouais. Trop. Et les plans, beaucoup de plans où il y a la figure que tu vois très claire, il a dossier, il a un peu difuminé, mais beaucoup trop. Bref, donc il y a des problèmes à mon goût des photographies, des réalisations, mais il y a un moment donné que tu pardonnes tout au film, et moi ça a été mon cas, où j'étais capable de m'abstraire de tout ça. Parce que, pour faire un contexte, le film, il a 10 minutes de présentation. D'accord? C'est Eternia, c'est pas Eternia, c'était Eternia qui arrive, Adam qui est petit, qui se fait entraîner pour les Matatams, il arrive à l'Eroi, que c'est, comment il s'appelle? Parce que c'est un acteur très connu, c'est un de qui ça a fait... Je vais le dire parce que c'est... bien connu, James Purefoy, c'est un acteur, il a fait des tonnes de choses. C'est sûr que tu vois la tête et tu le connais. C'est lui. Ah oui. Il a fait un des Punisher, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Ouais. Pas celui de Brental, logiquement. Non, le premier. Et plein des autres acteurs qui joue dedans. Et donc, bref, il faut la présentation de 10 minutes. Et là, sur cette présentation, je me suis dit littéralement, quelle merde je suis en train de voir. Parce que ça voyait tout. Ils ont voulu, que d'un côté c'était bien, mais il est mal mené. Ils ont voulu garder la même esthétique, vraiment la même, des bonhommes qu'on avait. Donc, il y avait tous ces, je t'en souviens, c'est lui qui avait la mandibule métallique avec les bras qui changeaient, etc. Mais c'est pareil, ça fait super faux, quoi. Ouais, plastique, quoi. Ça fait faux, ouais. Ça fait très faux. D'accord? Ces 10 premières minutes, c'est très au sérieux.
Vraiment, il arrive, parce que Skeletor, il gagne, gna gna gna. Il envoie Adam. Bon, Adam réussit à s'échapper avec l'épée de Grayskull, machin, en transférant. Bref, jusqu'à là, tout va 10 minutes, il dit ouais, pas le roi top. Bon, oh, on est arrivé 10 minutes, on va aller plus là. Il passe 15 ans. Tu trouves Adam dans la Terre, un peu comme les premiers films qu'il avait fait, qu'il est devenu un agent des RH. Son don, c'est la parole, c'est discuter avec les autres. Qu'il est un geek dernier niveau. Qu'il est en train de pleurer pour tout le monde parce que personne ne les croit, qu'il vient de Ternia et qu'il a une grosse épée, mais parce qu'il a perdu l'épée. Et à partir de là, tu dis waouh, quoi, qu'est-ce qui s'est passé là? Et forcément, commence à apparaître, ça passe des trucs, il arrive les gens, il trouve l'épée, il revient à Ternia. Je sens plus de spoil. Et jusqu'à là, tu commences à dire que le film, il avait commencé comme ça, il commençait ouh. Et là, quand on arrive à Ternia, le film déjà il fait wouh, il part en montagne russe totale. Les films, il se prend pas un seconde au sérieux. Il prend tous les clichés des muscleurs, tous. Les bonhommes en muscles, les non-niques, tous, il se fout de la gueule, mais tous sans exception. À un moment ou à un autre, des dialogues qui sont, je dirais même, super bien écrits, parce qu'ils sont super malins, comme ils sont glissés des blagues en permanence, parce qu'il y a des blagounettes un peu plus ados, on va dire. Il y a des autres blagues qui sont... Ils sont au niveau Jinquin, quoi. Ça, on en parlait un peu avant. Ils font des blagues sur Fist, sur Rimjob, tout, ça part très loin. Skeletor... Les deux se combinent bien, en plus. ouais. Non, mais... Skeletor, il y a une fixation très étrange sur les muscles de Iman. Très étrange, avec des phrases aussi, mais ils ne sont pas pour hasard, cette phrase-là. Je ne sais pas comment dire. Le truc, c'est que... je l'ai vu, à l'occurrence, parce que comme je ne le prenais pas du tout au sérieux, cette film, je l'ai vu en doublage espagnol, parce que je m'en battais les steaks. Après, il y a beaucoup de blagues, je dis non, mais ça, en anglais, ça fonctionne, qu'en espagnol, moins. J'imagine qu'en français, il doit y avoir des cas assez semblants. Bref, ça dépend des traducteurs qu'il y a dans les cas. Mais je me suis aperçu, c'est vraiment que c'était assumé. Mais très assumé. C'était pas genre chaque acteur qu'il était en roue libre. Non, c'est à un moment donné, ils ont décidé d'écrire un film des muscleurs en prenant tous les clichés, en les jetant par terre, en sautant bien jouant sur ces clichés-là, tout en faisant quand même un film tout public et en faisant un film, tout public, certaines blagues publiques. Ils sont bien masqués quand même. Non, mais ils sont bien menés. Vraiment, il faut regarder le film parce qu'ils sont... finesse. Je ne sais pas si c'est finesse, mais bref. Mais vraiment, tout en faisant un film d'action, parce qu'à la fin, il y a quand même une certaine action, ça reste muscleur, il faut qu'il donne des coups d'épée. Mais même ça, il transforme les mythes. Tu sais, des muscleurs transforment, parce que muscleur, il gagne tout dans les dessins animés à coup d'épée, quoi. Et à coup de ses muscles, là, parce qu'il est plus fort et parce que c'est Iman, quoi. Et là, non. Là, il y a des conséquences. À utiliser trop de force, il y a des conséquences. Mais vraiment, hein, dans les scripts, pour gagner, il doit les faire autrement. Il doit pousser plus loin. Il faut utiliser plus l'intelligence que sa force. Vraiment, ils ont repris tout cette code-là, ils les sont vraiment contournés. Parce que vraiment, cette film-là, je vais être à 100% sincère, hein, j'enlève cette prise à deuxième degré du même film. Le film n'est rien d'intéressant. Franchement, c'est écrit, une histoire qu'on pourrait voir n'importe quel épisode. Mais le fait que vraiment, c'est tellement assumé, cette prise pas au sérieux, qui d'un coup, il est fait un petit bijou. Moi, je promets, je n'attendais rien. J'ai passé un bon moment dans le film, et malgré
que je voyais les faux, comme je t'ai dit, voyez, dit, mais putain, mais arrêtez de mettre des lumières qui brillent partout, quoi, des reflets partout, et pourquoi ces trucs comme ça il y avait plein de petits trucs comme ça, mais ça ne m'a pas empêché de rentrer dans les films, ça m'a empêché d'aller avec eux, d'accompagner les personnages, de voir tous les trucs, les présentations des personnages. Même, il y a un truc que je n'ai pas envie de dévoiler, de comment ils ont été choisis les noms des personnages, parce que, bon, comme tous les jeux des années 80, les personnages, il faut qu'ils aient un nom. Oui. Il y a un nom catchy, un nom que tu retiens facile, quoi. Donc c'est pour ça que c'était Iman ou Musclor dans les cas. C'était les personnages, c'était Fisto, c'était Rinman, c'était des trucs comme ça, bien rapides à apprendre. Et là, eux-mêmes, ils sont pris, mais ils savaient que ce nom, c'était de la merde, et qu'ils ne pouvaient pas les mettre comme ça. Donc, ils ont cherché une astuce pour mettre ce nom-là, que je trouvais génial. J'ai trouvé génial, vraiment. Même les noms d'Iman, ils se foutent de leur gueule, superbe. Et je pense qu'en plus Musclor, ça doit bien marcher. Ça, par contre, ça arrive qu'à la fin du film, ils se foutent sévère de ça. Et tous ces trucs conjoints, ça fait que malgré tous les défauts du film, malgré tout ça, mais c'est un film que tu passes un bon moment et que finalement, il peut te faire questionner toutes les choses toxiques et mauvaises qu'avaient ces bonhommes qu'on a grandi, ce dessin, soyons clairs, dans un point de vue pédagogique actuel, c'était nul à chier, quoi. Ouais, de toute façon, la quasi-totalité des séries qui étaient faites pour vendre des jouets, c'était dans cette lignée-là. Je parle à Iman parce qu'on parle exclusivement des armes. Même si l'univers, moi j'aimais beaucoup l'univers, mais JC, les Conquérants de la Lumière, c'était ça. Les Transformers, les machins. Quoique Transformers, finalement, sur l'animation, ils sont allés plus loin. Oui. Mais parce qu'il y en a partie très obscure. Une fois que Optimus Prime part dans l'espace, le début c'était très édulcoré. Ouais. Après t'avais Mask, t'avais quoi? T'avais les Cosmocat. Oui. Cosmocat, tu vois. Thundercat. Oui, Thundercat, ça prend un truc que tu arrives à l'Espagne, même si c'est connu. Putain, moi j'adorais ça. Et j'étais tombé, il avait passé il y a quelques temps, ils avaient fait, au début des années 2000-2010, ils avaient fait la jeunesse de Lyon Haut. Oui. Ouais, c'est ça. Et putain, là, elle était vachement bien faite, celle-là de... Non, mais il y a certaines reprises, on l'a vu, hein, ça arrive sur certains points de moralité, mais sur les cas des Musclor, il y a un double tranchant, parce que c'était le travail qu'il a fait Kevin Smith dans les séries de Netflix, et les travaux qui s'étaient faits pour cette film qui sont complètement différents. Ouais. Parce que les travaux finaux de Kevin Smith, c'est que les séries ils sont très sérieuses, ils sont très bien faites, ils peuvent marqué dans la continuité de l'or, mais tout en reprenant les lores, il y a les recombinants, il y en a cherchant des trucs plus intéressants, plus nuancés. Ou cette série-là, qui reprend presque littéralement les lores d'Iman, il se fout de sa gueule. Ouais. Mais tout en faisant un film Iman quand même. C'est-à-dire, c'est juste, ils ont récupéré les mythes, ils ont fait autre chose avec. Intéressante, vraiment avec des personnages féminins plus puissants, avec Matatars, c'est-à-dire l'homme d'armes, justement, celui-là. Normalement, c'était les personnages clés, c'était les gars qui l'entraînaient à tous, c'était les meilleurs guerriers d'Eternia, c'était là. Et ça, les 10 premières minutes du film, c'est ça. Mais après, 15 ans après, c'est un gars alcoolique qui l'a laissé tout tomber parce qu'un truc qui s'est passé dans les 10 premières minutes, au bout de sa vie, sa fille, il veut presque... Oui, il les voit, il prend soin, mais il ne veut pas qu'il s'occupe de rien, quoi. Laisse tomber, quoi. Et quand il récupère, c'est les gars qui... Adam, il parle là-bas, si un jour tu vous parlez de ces trucs, comment on dit ça sentiment. on peut en parler un jour. Hein. C'est les gars qui les... Mais fait, en plus c'est Idriss Elba qui les joue, quoi. Donc il est fait avec une subtilité très marrante, quoi. Tu sors cette phrase-là, oui, ce truc-là,
tout ça. Avec le jeu d'Idriss Elba, ça doit être génial. C'est- moi, ça m'a fait trop marrer prendre ces personnages que c'est censé être les plus forts au-delà de Iman, parce que l'Iman, il y a les pouvoirs, hein, machin. Hein. La toute-puissance. C'est ça, je sais pas comment c'était la France en français, aucune C'est idée. Pour les pouvoirs de Grayskull. ouais, par le pouvoir du crâne ancestral. Des crânes ancestraux. Ouais, par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la toute-puissance. Putain, ils sont allés plus loin que la version anglaise. Mais... Ok, d'accord. Parce que la version traduite littéralement, je pense qu'en en français, en anglais c'est la même, je dis, c'est pour les pouvoirs de Grayskull, bon, les crânes ancestrales, d'accord. Les crânes gris, s'ils veulent, à la limite, j'ai les pouvoirs. Ouais, c'est ça. C'est pas la surpuissance, j'ai les pouvoirs. Ouais, je détiens. Parce qu'en fait, j'espère qu'ils l'ont pas traduit comme ça parce qu'ils vont être foutus dans le film avec cette phrase-là. Parce qu'il y a un jeu des mots avec cette phrase-là, très important pour la fin du film. Ouais. Ah, s'ils ont gardé, du coup, ouais. Bon, bah, peut-être que ils ont été forcés à. Ouais, je sais pas, je suis curieux parce qu'il y a un jeu des mots à la fin. Sur ça, il est pouvoir, de où il vient, qui c'est, machin, bref. Donc voilà, allez, je vais pas m'attarder parce que vous avez compris, c'est pas un film de ouf, c'est pas quelque chose que va vous changer la vie. C'est rare que je en parle de ça, mais des fois, admettons, je me décide à parler parce que je l'ai vu pas plus long qu'hier, hein, c'était comme ça, mais je me suis tellement éclaté, mais vraiment. Tellement con et tellement, je me trouvais à voir comme c'était ridicule ces jeux qu'on adorait tant quand on était jeune, parce que on grandit, on voit, j'assume absolument, hein, je n'ai aucune souci à dire les bonhommes que j'aimais, les jeux que j'avais, pas de problème du tout. Mais bon, comme les ondes des billes, c'était c'était pas la meilleure vision pour un gamin. Hein. Tous des gars bien musclés parce qu'on est des bonhommes. C'est ça. Voilà, donc, si vous voulez une ambition différente, je pense que ce film mérite quand même un petit détour. Avec une promesse tout à la fin dans ces scènes post-crédit, que je ne sais pas si ça sera après ou pas. Bon, d'après les box-office, normalement, il ne pourrait pas avoir de suite. Mais comme finalement, Amazon, il y a un dossier jeunesse, ce film, qui sait, peut-être on aura une bonne surprise. Donc, je pense que j'ai fini. Parce que c'est une chronique courte, mais je pense que je voulais juste transmettre ça. Et comme j'ai dit, c'est aussi une mise en abîme finalement de notre jeunesse. Et c'est important des fois de se questionner ça. Et c'est déjà des propositions. Et je trouve que cette proposition, vraiment, je crois qu'il est honnête dans ce qu'il propose. Les prendre à ce degré-là. J'aurais su, parce que quand j'avais vu les premières bandes annonces, pour moi je voyais Iman les plus classiques possibles, donc c'est intérêt quoi. Ça m'a interpellé. Si j'aurais su les Bretons du film, je pense que j'aurais soutenu au cinéma finalement. Malgré tous ses défauts, hein, encore une fois, hein, c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Hein. Non, ce ne l'est pas. Mais. Ouais, tu as trouvé ton compte. Voilà. Donc, voilà. Sur ce, je pense qu'on a fini. Bah ouais, moi c'est bon. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous d'avoir arrivé jusqu'à là. Si vous en arrivez, si vous m'écoutez, j'imagine que c'est parce que vous allez arriver. Et on se voit dans la prochaine fois. Je te laisse les mots de la fin. N'oubliez pas que la Bible vous regarde aussi. Allez, tu essayes chaque fois une nouvelle. Allez, à bientôt. Allez, ciao.